Bienvenue à toutes et à tous, ici présentes et présents dans cette salle et connectés, puisque plus de 100 d'entre vous sont connectés pour cette conférence. Donc je suis le professeur François Tizon, je suis responsable actuel de l'IMIC. J'ai succédé au professeur Stark, qui est parmi nous aussi. Et je me permets de vous dire quelques mots, d'abord pour vous remercier d'être là, ça fait chaud au cœur, et si on ne savait pas pourquoi on a bâti ce projet, votre présence nous le rappelle tous les jours et encore ce soir. Donc la médecine intégrative, c'est l'association de la médecine conventionnelle, que vous connaissez toutes et tous probablement, et des thérapies complémentaires que grande partie d'entre vous connaît sûrement. Et dans une approche qui est scientifiquement validée, mais centrée sur le patient, avec une vision pluridisciplinaire. Et c'est ce qu'est l'IMIC. L'IMIC est né là-dedans, en fait. Et il est né dans ce cadre hospitalo-universitaire, dans cet esprit novateur pour le soin, la recherche, mais aussi l'enseignement. Des consultations d'hypnose, cliniques et thérapeutiques, et des programmes de méditation pleine conscience en font la base. Au début, ça s'appelait C2RHM, vous l'avez peut-être connu comme ça. C'était très difficile à prononcer, mais ça voulait dire Centre de ressources et de recherche en hypnose et méditation. Et c'est une unité qui a été créée, rattachée au pôle des neurosciences cliniques, nous a toujours soutenus d'ailleurs. François Rouanet était tout à l'heure à l'inauguration et il a toujours soutenu ce projet, ainsi que Michel Baron, également à la direction du pôle des neurosciences. Donc ça nous ramène à janvier 2019, la création de cet institut. Et ça a vu le jour sous l'impulsion de quelques médecins qui sont ici présents. Marie Flocia, j'y arriverai jamais, qui va parler, nous parler un petit peu tout à l'heure. François Stark, Férouz Verd, Myriam Caden, Cécile Marchal et Emmanuel Mellet qui nous ont rejoints un petit peu plus tard, et puis moi-même. L'impulsion aussi de Philippe Vigouroux à l'époque, qui a vraiment permis que ce centre se développe et qui ensuite a été soutenu par l'équipe de direction actuelle. Et certaines personnes aussi qui ont été décisives, Luc Durand en particulier, qui nous a permis d'accueillir pour notre plus grande joie Jenny Sourzac comme infirmière coordinatrice. Et puis ensuite nous a rejoint Cathy, qui nous aide beaucoup pour le secrétariat, Cathy Parmentier, et Virginie Touchard, qui est notre cadre de santé. Voilà, on s'était installé transitorieusement en Richoussa, puis on a maintenant, on est dans ce magnifique bâtiment grâce à des actions de mécénat qui vient d'être baptisé en quelque sorte. Et puis on a le plaisir de prévoir d'agrandir l'équipe grâce au soutien de l'institution aussi, puisqu'on attend a priori une secrétaire. Voilà. Donc l'IMIC, c'est une offre de soins à la fois pour les patients, et c'est 100 consultations d'hypnose par mois environ, mais c'est aussi une offre pour les professionnels que vous connaissez peut-être à travers la méditation, plus de 10 programmes cette année de méditation en pleine conscience, mais aussi des consultations d'hypnose qui sont dédiées. Et beaucoup de formations ainsi que de la recherche. Il y a 1500 agents qui ont été formés en hypnose, parce que ça a commencé bien avant l'IMIC, grâce à Marie en particulier. Mais 700 en méditation de pleine conscience, qui est déjà assez énorme, et le docteur Verne n'y est pas pour rien, dont 150 médecins, en particulier grâce à l'action de Stéphane Faure, qui est aussi ici avec nous et qui a été aussi aux origines de tout ça. Vous avez la possibilité aussi d'avoir un site, d'accéder à un site internet qui est dédié pour les soignants, que vous pouvez visiter et qui va prendre de plus en plus d'ampleur, on l'espère. Et puis on a plein de projets, plein de projets de développement, de croissance, de rayonnement, des pratiques innovantes, et on sera heureux de vous en parler chemin faisant. Mais je ne vais pas vous garder plus longtemps après cette brève présentation de l'IMIC pour laisser la parole à ma vénérée chef de service, le docteur Marie Flocia. Ah oui, quand même.
Merci beaucoup François. Alors moi François m'a donné la mission difficile de présenter Antoine. Donc je pense parmi vous connaissez, tout le monde le connaît. Je vais quand même vous présenter Antoine. Mais avant toute chose, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je voulais très rapidement redire la joie que j'avais d'être ici ce soir. Quand je regarde l'amphi qui est là, et je sais aussi qui est à distance, il y a énormément de gens que je connais depuis très longtemps. Et juste pour eux, rappelez-vous, il y a 10 ans, à une réunion de hip-hop du groupe Hypnose Hôpital, on s'était dit, ce serait quand même bien d'avoir un lieu où faire des consultations d'hypnose où les patients de l'extérieur pourraient venir consulter. Et voilà, 10 ans après, il est là, et avec évidemment la méditation, couplée à la méditation, ce qui a vraiment du sens. Et on est très très heureux de ça. Et donc voilà, c'est un lieu qui est ouvert à nos patients, un lieu qui est ouvert pour les soignants. Et on ne pensait pas, en tout cas quand on l'avait dit il y a 10 ans, on s'était dit, ça faisait vraiment partie des rêves inatteignables. Et c'est quand même beau d'y arriver, et d'y arriver à la fois en équipe et à la fois avec le soutien de l'institution. On est vraiment très content de ça. Voilà, je voulais juste te dire ça rapidement. Et revenir, donc, c'est une très grande joie pour moi et un honneur d'accueillir ce soir le professeur Antoine Bioy. Nous nous connaissons, Antoine, depuis longtemps, puisque je t'ai eu en cours en DU il y a plus de 13 ans, je pense. Voilà, c'est ça, ça ne nous rajeunit pas. Et nous avons la chance de te compter parmi nous dans notre équipe à l'IMIC depuis 1 an. Et au-delà de ton immense professionnalisme que j'apprécie tous les mercredis quand j'ai la chance de les partager avec toi, au-delà de tes vastes connaissances, c'est ta curiosité d'esprit, ton ouverture, ta réflexion et ton amitié qui nous sont si précieux à l'IMIC. Et donc, tu es donc, alors là j'ai noté parce qu'il y a quand même beaucoup de choses et j'ai pas tout mis, hein, professeur des universités à Paris 8 en psychologie, responsable scientifique Hypnosia, conseiller scientifique à UNESCO, coordinateur scientifique de l'Agence des médecines complémentaires et alternatives, auteur de très nombreux articles, ouvrages, livres et études, cofondateur de revues et évidemment enseignant, et plus récemment, quelque chose qui me concerne un tout petit peu, coordinateur d'un tout nouveau DU, diplôme universitaire, qui est une source de réflexion infinie pour moi, qui le suit, le diplôme universitaire d'études des trans et des états de conscience modifiés à Paris 8. Ce soir, tu nous fais l'amitié d'accepter de faire cette conférence inaugurale de l'IMIC. Et je te remercie pour cela, pour tout ce que tu apportes à l'IMIC régulièrement et tous les 15 jours maintenant, mais en étant présent aussi à distance, et d'être surtout avec nous dans cette belle aventure. Merci Antoine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil, merci pour ces mots. Je vais changer le diaporama. Hop. Je suis vraiment particulièrement heureux d'être présent aujourd'hui parmi vous. D'abord évidemment pour le thème, d'abord pour également ce que représente l'IMIC au regard de la santé, de son évolution, et j'y reviendrai également, et puis également pour l'accueil et les liens humains qui vraiment règnent dans cet institut et qui montrent aussi que ce dont nous allons parler ce soir est aussi d'une certaine philosophie, et que au-delà des techniques et des méthodes, c'est finalement toute une philosophie, et même plus. Je commence par conclure, je conclurai sur en fait l'ambition sociétale d'une démarche comme celle-ci, et vraiment à l'IMIC, on est vraiment dans cette dimension-là. Et puis sur un plan plus personnel, évidemment, la ville de Bordeaux, la région compte beaucoup pour moi, ce sont mes racines également, et le fait d'intervenir ici parmi vous a évidemment une résonance particulière avec une partie de ma famille qui est également présente. Et donc du coup, pour toutes ces raisons, je vais tâcher de ne pas faire de grandes glissades ce soir et de maintenir votre attention durant le temps qui m'a été proposé. Nous allons donc discuter ensemble de la question de l'hypnose et des méditations. J'aurais dû mettre d'ailleurs les deux termes au pluriel. Et de façon à ne pas faire de claquage avec un grand écart auquel je ne suis pas habitué, on va plutôt l'approcher par un processus qui est un processus générique, transversal, qui est le processus des trans. Et ça va me permettre également de resituer ces approches, bien sûr, dans ce qu'elles deviennent actuellement et la perspective qu'elles peuvent proposer, mais aussi dans leur origine, leurs racines, puisque nous sommes en train de parler de quelque chose qui prend forme dans notre médecine, dans notre santé, d'une certaine façon, que l'on façonne d'une certaine façon, mais avec des ingrédients qui sont des ingrédients plus anciens et qui ont à voir avec ces trans dont nous allons parler et dont évidemment je vous proposerai une définition tout à l'heure.
En préambule, j'indique juste que cette conférence est filmée, va être mise sur la chaîne YouTube de l'hôpital, et donc vous aurez accès évidemment à la présentation dans son intégralité et aux diapositives, ce qui permet je l'espère en tout cas, d'avoir une attention un peu plus libre durant ce temps-là. J'en abordais quelques mots. Finalement, la santé est en train d'évoluer. Quel est le contexte actuel dans lequel, précisément, ces pratiques dont nous sommes en train de parler sont en train de se développer? Elles se développent du fait de certaines dimensions, pour certaines positives, pour d'autres un peu plus négatives. En tout cas, si on devait dessiner finalement le contexte dans lequel ces pratiques en santé se développent actuellement, probablement que l'une des racines est une forme de défiance actuelle vis-à-vis d'une médecine que l'on appelle parfois conventionnelle, c'est-à-dire interventionnelle et pharmacologique. Bien sûr, parce qu'il y a eu des différentes crises, notamment médicamenteuses, qui ont été présentes ces dernières années, mais aussi parce que la situation pandémique notamment fait que l'on re-questionne beaucoup la façon dont nous pensons la médecine actuellement, avec également des remises en question de la science, de la santé et des pratiques médicales, et avec plutôt une interrogation qu'une confiance dans plusieurs centaines d'années, voire millénaires, qu'il a fallu pour construire cette médecine-là. En tout cas, il y a une défiance par rapport donc à cette médecine conventionnelle qui est présente. Et puis également, il y a la question de la prévention qui, du fait précisément que cette médecine est essentiellement, pour l'instant en tout cas, interventionnelle et médicamenteuse, est un véritable enjeu pour la médecine de demain. Nous avons construit une médecine, et une médecine qui guérit. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les médecins traditionnels chinois qui présentent leur médecine chinoise comme disant notre médecine soigne et la médecine occidentale guérit. Et cela veut dire simplement que dans leur pratique médicale, ils sont avant tout précisément du côté de la prévention, du care, du prendre soin, pendant que l'Occident a plutôt développé la question de la guérison à juste titre. Mais cette dichotomie, elle est intéressante parce qu'effectivement, nous sommes dans une médecine qui est à la pointe de ce que la science nous permet actuellement et qui va continuer à se développer, mais peut-être précisément que cette notion de care a été un petit peu délaissée et que l'interrogation autour du besoin que l'on peut avoir de prévention, de la prévention en santé, est quelque chose qui est en train d'émerger, et se pose la question de savoir comment aménager cette médecine que nous avons construite de façon à donner une place conséquente précisément à cette notion de care et à cette question de la prévention. Et ce sont tous les débats que l'on entend également sur la question notamment économique qui fait partie maintenant du système de santé, qui est une façon de penser également le soin. Et on peut faire toutes les philosophies que l'on souhaite sur la notion d'empathie, de qualité de soins, de l'importance de la relation, tant que les consultations chez un médecin généraliste dureront 7 minutes avec un diagnostic qui est fait dans les 2 premières minutes, chez un généraliste 15 minutes. C'est évidemment très compliqué de pouvoir actuellement encore penser un interstice suffisant pour que les deux puissent s'allier. Et donc l'un des enjeux va être précisément de faire de cette médecine actuelle autre chose, et en particulier d'intégrer pleinement cette question du care et de la prévention. Et bien sûr, les pratiques dont nous allons parler vont nous y aider. En tout cas, c'est l'une des ambitions. Nous sommes également dans un climat actuel qui favorise une sorte d'investissement ou de réinvestissement de la nature. Il y a une forme de conscience écologique qui est en train de monter. Alors même si on ne trie pas tous nos déchets dans les poubelles jaunes, les poubelles bleues, les poubelles vertes, les poubelles, en même temps, l'écologie devient une préoccupation importante dans notre société, mais avec une vision particulière de la nature. C'est-à-dire que si vous écoutez la façon dont la nature prend place actuellement dans notre société, la nature est vue comme quelque chose de forcément positif. Il faudrait que l'homme, que l'humain, arrive à une forme d'équilibre entre la nature et lui-même, c'est-à-dire de construire un écosystème dans lequel on se réconcilie avec la nature, sous-entendu la nature parce qu'elle nous donne les huiles essentielles, la phytothérapie, parce qu'elle nous propose avec les jardins, les balades, l'exercice physique, et quelque chose qui serait forcément positif. Et donc, du coup, on a cette conscience écologique qui est en train de monter et qui va servir ces pratiques complémentaires et intégratives dont on est en train de parler, mais avec une forme d'idéologie qui est en train d'accompagner cela, c'est-à-dire la nature ne peut pas être négative pour l'humain, elle est forcément quelque chose de positif. On va voir notamment avec les pratiques dont nous allons parler que c'est un peu plus complexe que cela, mais en tout cas, notre société
pousse vers le fait de repenser le lien à la nature. Et ça explique aussi pourquoi vous entendez de plus en plus parler de pratiques comme le chamanisme, le néo-chamanisme, toutes ces pratiques-là, les gens qui enlacent les arbres, qui prennent soin de leur jardin beaucoup plus, qui font... Bon, on est dans ces pratiques-là, avec donc une réconciliation qui est souhaitée avec la nature, mais qui sans doute ne va pas forcément de soi, et là aussi il y a quelque chose qui devrait être à penser. En fait, l'ambition qui va être présente, c'est probablement le projet sociétal auquel nous invite Edgar Morin, qui déjà, il y a quelques années, nous proposait de plutôt favoriser le bien-vivre plutôt que le bien-être. Le bien-vivre dans sa pensée complexe, ou autour de la complexité, n'est pas autour précisément de quelque chose de l'ordre de la possession et puis d'aller vers une forme de vie que l'on considérait comme étant forcément meilleure que celle que nous avons, mais faire avec nos zones d'ombre, nos complexités, parfois une façon difficile, comme je disais tout à l'heure, de penser la médecine. On veut que la médecine prenne soin de nous et en même temps, quand on a atteint d'une pathologie grave, on ne demande pas au médecin, à l'infirmier, au kinésithérapeute de nous comprendre, on demande qu'ils nous guérissent de ce que l'on a en priorité. Et je pense en particulier à toutes les études sur l'observance thérapeutique, qui est de moins de 50% en médecine générale là aussi. Mais observance thérapeutique, c'est à quel point les patients respectent à la fois l'ordonnance, mais également les préconisations en santé qu'on leur donne. C'est moins de 50% des patients actuellement. Mais ce qui est montré, c'est que dans ce qui favorise l'observance thérapeutique, on s'attendait à trouver que finalement les patients souhaitaient que le personnel médical les comprenne, qu'ils soient à l'écoute, qu'ils aient une attitude bienveillante vis-à-vis d'eux. Et en fait, les études semblent plutôt montrer que cela est vrai précisément dans l'axe de prévention, c'est-à-dire lorsque la problématique de santé n'est pas encore présente, mais lorsque la problématique de santé va être présente, j'accepte tout à fait que mon médecin, mon chirurgien, mon infirmière, mon aide-soignante, mon kinésithérapeute soit un peu rude avec moi si sa technique est efficace. Et donc c'est le retour de la technique lorsque mon corps va en avoir besoin. Et donc cette notion-là, cette notion de bien vivre est une notion là aussi complexe, avec un certain nombre de contrastes, sur lesquels il va falloir porter un regard et une attention particulière. Et là aussi, comme on va le voir, c'est notamment ce que proposent ces pratiques-là. Dans ce que l'on pourrait dessiner donc à la suite de Morin comme étant une forme de politique de civilisation, on pourrait dire finalement, comme je vous l'indiquais sur cette diapositive, que l'ambition actuelle que se pose notre médecine, c'est de réussir notre projet sociétal, faisant le pari d'une santé individuelle, personnalisée, holistique, et qui va intégrer les différents niveaux de lecture de l'humain. Et pour pouvoir atteindre cette médecine, ce champ de la santé, à la fois du côté du soin, à la fois du côté de la guérison, à la fois du côté de la prévention ou bien de l'intervention, il va falloir penser et repenser les pratiques scientifiques de façon à ce qu'elles puissent également nous guider dans cette dimension-là et pouvoir nous dire ce qui fonctionne, ce qui semble également ne pas fonctionner, tout en respectant l'expertise singulière, c'est-à-dire ce que souhaite le patient pour lui avant tout. Ce projet-là est précisément là où s'intègrent ces pratiques complémentaires comme la méditation et l'hypnose. Ces pratiques-là sont des pratiques qui précisément souhaitent à la fois épouser la dimension globale de l'être humain, souhaitent à la fois aller du côté de la prévention, souhaitent à la fois accompagner la guérison, souhaitent tenir compte de l'individu et de son souhait et en même temps de ce que, en position de soignant, on peut également souhaiter pour l'autre. On est dans des pratiques qui, précisément, s'intègrent dans ce projet sociétal-là. Alors ça, c'est pas tout à fait nouveau, parce qu'il y a toujours eu, en fait, des pratiques médicales, on va dire, parallèles, qui ont accompagné le champ de la santé traditionnel. C'est-à-dire que, à côté, précisément, des développements pharmacologiques, des développements chirurgicaux, des connaissances anatomiques qui allaient plus avant, eh bien, les patients, en premier lieu, allaient voir et continuent à aller voir des magnétiseurs, des rebouteux, des magiciens encore plus longtemps, des personnes qui pratiquaient également des différentes formes de magie, des sorts, des conjurations. Et cette médecine-là, parallèle, a en fait accompagné le développement de notre médecine occidentale telle qu'elle est présente. Et l'hypothèse que je fais avec vous, c'est précisément de considérer que la médecine occidentale telle qu'elle s'est construite s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus oublier ce que les patients faisaient à côté, c'est-à-dire leur rappeler qu'il y avait aussi des pratiques plus ancestrales, sans doute pour certaines d'entre elles plus nébuleuses, mais qu'ils souhaitaient que ça fasse partie de la médecine qui prenait soin d'eux depuis la prévention
jusqu'à la dimension thérapeutique. Et donc l'hypothèse est de considérer que, notamment l'hypnose, que beaucoup l'hypnose et la méditation, c'est la part que reconnaît actuellement la médecine, que concède la médecine actuelle à toutes ces pratiques qui sont des pratiques ancestrales, anciennes comme on va le voir, qui parfois ne livrent pas tous les secrets de leur application et de la façon dont elles fonctionnent, mais qui malgré tout offrent des effets thérapeutiques qui sont soit du côté du qualitatif ou bien du quantitatif, mais qui justifient, parce que c'est mesurable, que la médecine accorde une place à ces pratiques-là. Et c'est en ça probablement que la révolution auquel on assiste actuellement est particulièrement importante, c'est-à-dire la médecine est en train de donner une place à ces pratiques traditionnelles, en les modifiant également, j'en parlerai tout à l'heure, c'est-à-dire en les faisant à sa patte, et notamment bien sûr en passant par les fourches codines de la science et de l'évaluation, de façon à ce que les patients soient également accueillis et puissent bénéficier des soins les plus éclairés possibles. Mais en même temps, il y a cette place-là qui est une place tout à fait nouvelle. On ne fait pas semblant de ne pas voir, on intègre maintenant ce que les démarches que les patients avaient bien avant nous lorsqu'ils étaient confrontés à des difficultés de santé. Hypnose et méditation, je vais distinguer un petit peu les deux, en tout cas les situer dans l'approche. Pour l'hypnose, la naissance de l'hypnose est une naissance telle qu'elle est pratiquée, en tout cas actuellement, dans le champ de la médecine, qui date d'il y a 200 ans. C'est le XVIIIe siècle. Ça ne veut pas dire qu'auparavant, il n'y avait pas une médecine centrée sur les états de conscience modifiés, mais en tout cas, ce que l'on appelle hypnose thérapeutique, c'est la fin du XVIIIe siècle. La pratique de méditation pleine conscience, qu'on appelle maintenant plus méditation pleine présence, on est plutôt fin des années 70, courant des années 80. Là aussi, il s'agit d'un ajustement. Ça ne veut pas dire que personne ne méditait auparavant, mais ça veut dire que la méditation a été intégrée du point de vue de la thérapie occidentale à peu près à cette époque-là, donc est plus jeune que l'hypnose. Les racines sont pour l'hypnose, le magnétisme animal, le magnétisme tel qu'on le connaît, pour la méditation pleine conscience, la méditation telle qu'elle peut exister en Orient. Je ne rentre pas dans les différentes écoles, mais en tout cas, c'est du côté de l'Orient que l'on trouve les différentes racines. Les parents, je ne vais pas tous les citer. Du côté de l'hypnose, c'est essentiellement Milton Erickson, psychiatre américain, qui va donner les bases de l'hypnose telle qu'on la pratique actuellement, notamment à l'IMIC. Du côté de la méditation pleine conscience, c'est John Kabat-Zinn qui va précisément repenser et retravailler l'approche méditative telle qu'elle était présente en Orient, de façon à pouvoir l'intégrer dans le champ thérapeutique et en particulier de certaines pratiques psychothérapeutiques, ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales troisième vague, va l'adapter à notre système de santé de façon à ce qu'on puisse précisément arriver à cette articulation dont je parlais à la diapositive avant, c'est-à-dire faire une place à ce qui avant était vécu en parallèle. L'intention de la méditation et de l'hypnose est sensiblement différente. En méditation, on va plutôt vivre l'expérience de l'instant, du moment qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis en train de faire une expérience avec vous. Si je suis en train de méditer, je vais méditer sur mes pensées, mes émotions, mes ressentis, mes commentaires, ma façon d'être dans l'expérience, sans essayer de la modifier. Je vais traverser mon expérience telle qu'elle est en train de se dérouler pour moi. Lorsqu'il s'agit d'un patient, cette expérience peut bien sûr être de base une expérience plutôt négative. Ça peut être l'annonce d'un cancer qui a été difficile, ça peut être la douleur, ça peut être un stress chronique ou autre chose. L'idée n'est pas de modifier, par exemple, mon anxiété chronique, c'est de simplement traverser l'expérience de cette anxiété particulière en jouant sur la conscience, sur le ressenti, sur le vécu. Donc on est vraiment dans l'acceptation de la réalité telle qu'elle se présente à moi. L'ambition de l'hypnose est différente. L'ambition de l'hypnose, elle est de transformer cette réalité. Lorsque le patient a eu cet impact d'annonce qui était un petit peu compliqué pour lui, pour elle, lorsque on est également dans du stress, dans de la douleur, l'idée est d'emblée de voir comment le patient est en train de percevoir cette réalité et qu'est-ce qu'il peut en faire. Comment est-ce qu'il peut moduler son stress, son ressenti douloureux pour que cette douleur redevienne un inconfort, pour que cet inconfort commence à devenir une évanescence, une température particulière, et puis commence à aller vers autre chose.
Donc la méditation est plutôt du côté de la réalité et de l'expérience telle qu'elle se déroule et quelle est ma place dans cette expérience-là. L'hypnose est plutôt du côté de la modification et de la transformation de l'expérience. Les deux sont simplement avec des intentions différentes, il n'y en a aucune qui est supérieure à une autre. La question ensuite est de savoir de quoi mon patient a-t-il besoin et finalement qu'est-ce qui peut lui être le plus profitable, qu'est-ce qu'il souhaite et avec quoi il est le plus confortable. Mais on est effectivement dans deux ambitions qui vont être différentes. Dans les deux cas, la raison pour laquelle hypnose et méditation sont souvent présentées, c'est parce que ce sont les deux pratiques complémentaires pour lesquelles actuellement nous avons le plus de preuves scientifiques de leur efficacité. Bien que l'on dise par exemple de l'hypnose qu'elle est mystérieuse, en vrai, il y a plus de 150 ans d'histoire, d'expérimentation autour de l'hypnose, et c'est l'un des phénomènes de conscience les plus étudiés et les mieux connus actuellement que l'on puisse considérer. La méditation également, bien qu'elle soit une pratique dans méditation pleine conscience, dans nos pratiques en santé plus jeunes, a fait l'objet également de très nombreuses publications d'évaluation de son efficacité, de ses effets, et ces indications continuent à être validées avec des mentions scientifiques qui permettent de penser qu'elle va avoir encore d'autres perspectives. Bien évidemment, ce ne sont pas les deux seules pratiques qui font partie des pratiques complémentaires, mais en tout cas, ce sont celles qui ont fourni le plus de preuves scientifiques actuellement et que donc on retrouve le plus aisément dans les systèmes de santé. Je vous le disais tout à l'heure, on va aborder en fait ces deux pratiques avec un axe qui va être transversal, qui est la question de la transe. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est l'état de transe, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce niveau-là. On va juste le présenter, je vais juste vous le présenter comme étant finalement un état de conscience modifié. Là, vous êtes dans un état de conscience particulier. Si quelqu'un claquait une porte, si quelqu'un vous proposait un exercice de méditation, une séance d'hypnose, du coup, votre état de conscience se trouverait modifié par tout d'un coup une attention portée sur la porte qui claque, ou bien sur un téléphone qui est en train de sonner, par exemple, ou bien sur les paroles que sont en train de prononcer une personne de façon à vous accompagner en méditation ou en hypnose. C'est basiquement ça, un état de conscience modifié. On est dans un état de conscience vigile, à peu près vigile actuellement, et puis un événement va faire que l'on va changer notre état de conscience. L'idée étant, évidemment, de le changer au bénéfice de la personne. Et finalement, pour le côté pratique de cette conférence, je vais amalgamer ensemble état de conscience modifié et état de transe, même s'il y a quelques singularités, je ne reviens pas tout à fait là-dessus. En tout cas, juste de signaler que ces états de conscience modifiés, ces états de transe, ne sont pas par nature forcément positifs. Il y a des états de conscience modifiés qui peuvent être négatifs. J'en ai cité tout à l'heure l'anxiété chronique, lorsqu'une personne est complètement prise dans ses idées obsédantes, dévalorisation, elle est en capacité de moins bien percevoir la réalité telle qu'elle est en train de se passer. Donc elle est dans un état de conscience modifié et en même temps cet état de conscience modifié n'est pas simple à vivre. Un exemple qui va parler également à beaucoup de monde, je pense. Vous êtes chez le dentiste, avant même que vous soyez rentré dans le cabinet dentaire, vous commencez déjà à avoir votre dent qui recommence à avoir des pulsations et dès que vous êtes allongé sur le fauteuil, même que le dentiste n'a pas commencé ses soins, c'est terrible. Voilà. C'est ça qu'on appelle en fait les transes négatives, c'est-à-dire cette capacité à ce que notre attention, tout d'un coup, change notre état de conscience, va du positif ou du négatif. Donc on va parler d'un champ qui est un champ malgré tout assez large de pratique. Pour autant, il n'est pas inconnu. Ces états de transe qui vont être présents et qui vont donner lieu à l'hypnose et à la méditation sont des états en fait qui sont historiquement marqués depuis très très longtemps. Depuis le Paléolithique, on a déjà des traces en fait de pratiques utilisant des états de conscience modifiés et en particulier dans le champ de la médecine. En fait, on en a régulièrement depuis le Paléolithique, encore plus évidemment quand l'écriture est apparue, et puis on en a également beaucoup en ce qui concerne les pratiques dans la Grèce antique. Et en particulier, dans la Grèce antique, on considérait que l'intérêt de l'humain était d'arriver à une forme de vérité. Et comment est-ce que l'on accédait à cette forme de vérité? Précisément en rentrant dans des états de conscience modifiés qui permettaient de pouvoir atteindre cette vérité absolue en allant au-delà du corps, au-delà de ce que propose la nature, c'est-à-dire la sensorialité et le corps. On retrouve un peu cette dimension-là également dans certaines philosophies bouddhistes pour lesquelles, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la méditation, pas cette fois-ci la méditation pleine conscience, mais la méditation au sens philosophique du terme, est une méditation transitoire. Le but du bouddhisme n'est pas
d'arriver à bien méditer. La méditation doit permettre aux personnes d'atteindre l'éveil, et les personnes qui connaissent l'éveil n'ont plus besoin de méditer. C'est un outil en fait de passage, la méditation. Pour la petite histoire, pour le petit clin d'œil, la méditation a failli disparaître des pratiques bouddhistes orientales, et c'est en fait les Occidentaux qui sont venus s'intéresser au bouddhisme, qui ont commencé à étudier le bouddhisme, qui se sont intéressés à quelques temples dans lesquels on continue encore à faire de la méditation, mais le rituel de méditation était en train de disparaître. Et ce sont les Occidentaux, en fait, qui vont redonner une place très importante à la méditation, à la fois la méditation du point de vue oriental, quelles que soient les écoles, et qui ensuite vont venir le transformer en méditation pleine conscience dans le champ occidental. Et c'est un truc très occidental, en fait, la méditation, même en ce qui concerne la filiation orientale. Donc on est dans les grottes du Paléolithique, là c'est la grotte des Trois Frères, bien connue, que je vous ai indiquée, avec donc ces pratiques qui sont des pratiques utilisant les états de conscience modifiés, avec parfois évidemment des plantes qui vont être utilisées hallucinogènes, parfois alcoolisées, mais pas forcément. On a également des traces présentes de ces anciennes médecines dans lesquelles les plantes, les hallucinogènes n'étaient pas utilisés pour atteindre les états de transe, mais étaient utilisés malgré tout pour aller précisément dans ce prendre soin dont je parlais tout à l'heure. Il y a une autre étape importante, et j'en ferai que deux historiquement, bien que l'histoire soit très riche de ces liens entre les pratiques de transe et les pratiques en santé, c'est le Moyen-Âge. Et en particulier, là je vous ai mis les expériences, les exercices spirituels que l'on peut faire chez les jésuites. Et la particularité des exercices spirituels chez les jésuites, c'est que pour devenir jésuite, il faut faire deux fois un cycle complet d'exercices spirituels tels qu'ils sont proposés, de façon à pouvoir intégrer ce courant, ce mouvement de pensée en particulier. Ils ont été édités par Ignace de Loyola, qui était, comme chacun sait, un basque espagnol. Il y a d'ailleurs beaucoup de basques, de plus en plus à l'IMIC, je tiens à le dire, mon patron est basque. Je suis également, on sent que la diaspora est en train progressivement d'infiltrer le CHU, mais en l'occurrence, voilà, Ignace de Loyola avait effectivement développé ces exercices spirituels qui, si vous souhaitez les lire, ils sont bien sûr en accès libre, sont des états de conscience modifiés. On retrouve ça dans la chrétienté de façon assez importante. Les oraisons également, dont l'oraison funèbre, sont typiquement des pratiques qui permettent également de mettre en place des états de conscience modifiés de façon à se connecter à ce que l'on peut appeler éveil, Dieu, ou peu importe le nom qu'on lui donne, mais en tout cas pour se connecter à autre chose, et on attend quelque chose de cette autre chose. Donc on est dans une perspective historique dans laquelle, dans différentes cultures, à différentes époques, il y a eu une utilisation des états de conscience modifiés pour aller vers le développement humain et pour aller parfois dans le champ de la santé. D'abord, les anthropologues s'y sont intéressés, pas français. En France, on a des difficultés avec ces dimensions-là. Il y a eu un veto qui avait été prononcé par certains anthropologues très connus dans les années 50, 60, 70, qui avaient bien repéré qu'il y avait de la transe, notamment chez les chamans, mais qui avaient déclaré que la transe n'était pas nécessaire pour comprendre notamment les pratiques chamaniques. Donc c'est beaucoup en fait les anthropologues anglo-saxons qui ont développé ce champ-là. Et puis finalement, quand les personnes en question sont décédées, ça se passe tout souvent comme ça, eh bien leurs étudiants finalement changent leur veste, et puis retournent leur veste et puis disent non, en fait c'est important. Et ensuite effectivement l'anthropologie francophone s'est beaucoup intéressée à ces phénomènes-là. Puis la psychologie ne va pas simplement être dans une démarche naturaliste comme l'anthropologie, mais va s'intéresser aux différents processus. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait précisément qu'un état de transe, qu'un état de conscience modifié, comme l'état méditatif, comme l'état hypnotique, finalement sert à quelque chose chez l'humain. Qu'est-ce que ça vient modifier? Et donc du coup, il y a eu la psychologie qui a commencé à s'intéresser à cette dimension-là, et puis de façon plus récente, et quand je dis plus récente, c'est globalement les 10 dernières années, les neurosciences, notamment avec l'imagerie cérébrale, qui ajoute une dimension supplémentaire, c'est-à-dire ce n'est pas simplement de la psychologie, c'est aussi quelque chose qui modifie le soma, le corps, l'activité cérébrale dans tout ce qu'elle peut avoir de plus neurologique, c'est-à-dire de plus inscrit dans la chair. Et on est actuellement là précisément dans des connaissances scientifiques concernant ces états-là qui à la fois mêlent le culturel, la psychologie et le médical, et en particulier les neurosciences qui viennent éclairer finalement comment les choses semblent fonctionner et quel intérêt, quel bénéfice on peut y trouver. J'ai peut-être l'impression, je donne peut-être l'impression de parler de choses qui sont très lointains, le Paléolithique, le Moyen-Âge.
Si j'ai un peu de temps, j'expliquerai pourquoi est-ce que les femmes d'ailleurs ont eu un statut particulier dans l'Église du fait de ces états de conscience modifiés au Moyen Âge, car c'est grâce au phénomène de transe que l'Église malgré tout n'a pas oublié complètement que la gente féminine faisait partie de l'humanité. Mais j'ai l'air de discuter de choses qui vous paraissent très éloignées, certainement. Mais en fait, les états de transe, les états de conscience modifiés, même si vous n'avez pas fait d'hypnose ou de méditation, vous les connaissez déjà. En fait, les états de conscience modifiés font partie du développement humain. Alors là aussi, je ne vais pas vous dresser un portrait complètement exhaustif de cela. J'ai juste balisé quelques repères. Il y a notamment chez le nourrisson ce qu'on appelle l'hypersensibilité du nourrisson. L'hypersensibilité du nourrisson, c'est cette porosité du nourrisson à percevoir les émotions que les adultes autour de lui sont en train de ressentir. Et c'est plus tard ce qui va donner bien sûr l'empathie, l'identification émotionnelle, les neurones miroirs, mais même avant ça, ce que l'on appelle les capacités d'attachement, le fait de considérer que les parents ont une place à part, comment est-ce que j'investis quelqu'un dont je ne reconnais pas le visage, et comment la qualité de l'attachement que j'ai connue quand j'étais nourrisson par rapport à mon environnement va en grande partie formaliser la façon dont je suis maintenant, à l'âge que j'ai, ou même plus tard, avec les autres que moi. Et donc cette hypersensibilité du nourrisson est déjà décrite comme étant un état de transe, c'est-à-dire un moment de connexion important de l'individu avec ce qu'il est, sans que les pensées interviennent, juste là dans un ressenti par rapport à l'environnement. Un peu plus tard, il y a le jeu de l'enfant entre ce qu'on appelle mentalisation et symbolique, c'est l'accès à la fantaisie. C'est le fait que l'enfant, lorsque par exemple on tire les rois et puis qu'on s'arrange évidemment pour que l'enfant ait la fève et donc la couronne sur la tête. Et puis s'il y a une fratrie, on essaie d'en mettre plusieurs quand même, d'avoir plusieurs galettes. Mais en tout cas, quand l'enfant met la couronne sur la tête, il joue pas à être le roi ou la reine. Il est le roi, il est la reine. C'est ça qu'on appelle la fantaisie, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir précisément jouer de son imaginaire pour que parfois son imaginaire va imprégner notre réalité. Et cette capacité-là, plus tard, va expliquer pourquoi, notamment en hypnose, on peut modifier un ressenti douloureux, on peut modifier un ressenti anxieux par l'imagination et que ça devienne la réalité du patient. C'est acquis en fait dès l'enfance, cette capacité-là. L'adolescent vit énormément d'états de conscience modifiés et pas simplement parce qu'il découvre l'alcool et éventuellement d'autres substances qui font rigoler, mais aussi parce que dans son développement et notamment le contact avec les autres que lui, avec la connaissance de son corps qui est en train de grandir, la question des émotions, les prises de risques qui vont être présentes, il y a des expériences qui sont faites d'états de conscience modifiés chez les adolescents. On est souvent en train de les critiquer, nous adultes, parce que, et notamment un en particulier, ce sont les tablettes. Vous savez, cette attention en fait qu'ont les adolescents sur la tablette, comme si la tablette devenait une troisième main qu'ils possédaient, à considérer qu'ils sont en train tous de devenir des accros et des toxicomanes de la tablette et de l'écran. En fait, les études sont pas tellement en accord en fait avec ça. C'est plus complexe que ça. Et en particulier, les adolescents s'ennuient derrière leur tablette. Ils s'ennuient derrière leur tablette, et ça c'est une bonne nouvelle parce que quand ils s'ennuient, ils imaginent. Ils ont leur imaginaire qui part vers autrement. Les études montrent aussi que finalement, les ados qui sont sur leur tablette ne sont pas très différents des ados qui étaient avant en train d'attendre leur bus et puis qui faisaient semblant de ne pas se voir, qui regardaient leurs pieds, qui mettaient leur Walkman, j'ai connu les années 80 aussi, leur Walkman, et puis qui écoutaient de la musique se coupant de leur monde. Ce sont les mêmes, en fait. Simplement, la technologie est venue modifier un certain nombre de choses, mais en tout cas, dans ces moments-là, il y a un état de conscience modifié qui peut être utilisé à leur avantage. Je fais une petite parenthèse rapide parce que vous avez eu un truc vraiment super qui s'est passé durant la crise de Covid-19, parce qu'il y en a eu quand même des trucs super. Si vous avez eu l'apparition chez les adolescents, et ça a été au niveau mondial, international, d'une pratique que l'on appelle le shifting. Le shifting, ce sont des adolescents qui étaient donc, notamment avec le premier confinement, dans leur chambre, dans leur appartement, dans leur maison, et qui, quasiment de façon réflexe, ont commencé à construire des techniques. Ces techniques, c'était quoi? Ils commencent un peu comme un exercice de méditation. Ils s'installent sur leur lit, sur un fauteuil, ils observent leurs pensées, leurs ressentis, leurs émotions, jusqu'à ce qu'intervienne un élément de la réalité. Il y a une technique en particulier, dans le shifting, une technique en particulier qui s'appelle la technique de Alice au Pays des Merveilles, et ce qui doit se passer dans la réalité, c'est qu'à un moment donné, ils ont l'impression d'entrevoir un lapin blanc, le lapin blanc qui vient chercher Alice et qui là vient les chercher, c'est-à-dire ils rentrent dans un état de conscience modifié, quasi
méditatif dans la procédure, jusqu'à ce que leur réalité leur donne l'impression que le lapin blanc va être présent, et ils voyagent dans un imaginaire qui, le plus souvent, est un imaginaire qui va emprunter à la pop culture, c'est-à-dire Star Wars, Harry Potter, etc. Et ils se plongent, en fait, par leur imaginaire, dans des vrais scénarios en lien avec ces histoires-là. Et ce qui est assez drôle, c'est que l'un des scénarios les plus prisés, c'était se balader dans le monde de Harry Potter. Et l'un des scénarios à l'intérieur d'Harry Potter qui était le plus prisé, c'était une romance avec Drago Malfoy, qui est donc l'un des méchants du... Voilà. Mais comme quoi, l'ado peut aussi être pervers. Et ensuite, ils ont un rituel pour revenir. Et la technologie étant présente, ça a donné lieu également à des forums internationaux, c'est-à-dire les adolescents partageaient leur expérience. Et là, on a eu typiquement l'apparition d'une pratique qui montre à quel point les états de conscience modifiés sont importants dans le développement de l'adolescent et permet précisément à l'adolescent, là en particulier, de s'adapter à ce qui leur était imposé, c'est-à-dire le confinement, et à faire quelque chose de très construit à l'intérieur de ce confinement en particulier. Ensuite, évidemment, dans l'âge adulte, il y a plusieurs situations dans lesquelles on peut faire des états de conscience modifiés. J'ai marqué la grossesse, mais j'aurais pu en marquer d'autres, ces sensations très particulières, notamment dans le 3e trimestre de grossesse. Et puis, l'état de sagesse de la personne âgée, qui est je tiens à le dire quand même, qui est un invariant culturel. Dans toutes les cultures, l'idée est que le vieux devient sage. Voilà. Donc, c'est pas lié qu'à notre pratique. Alors bon, on connaît peut-être pas tous non plus les mêmes vieux, mais il y a quand même dans les cultures, en fait, cette notion-là qui a donné, fin des années 90, un nouveau concept qui est apparu, qui est le concept de gérontotranscendance. La gérontotranscendance, c'est précisément cette recherche de la personne qui vieillit, d'arriver à trouver un équilibre entre une forme de stabilité émotionnelle et des réminiscences du passé, d'arriver à trouver quelque chose de l'ordre d'une paix intérieure qui justement arrive à trouver un équilibre entre mes souvenirs, mes pensées, mes émotions, et puis la façon également dont je ressens la situation telle qu'elle est en train de se passer dans un acte de transmission aux autres. C'est ce qu'on appelle la gérontotranscendance. Donc ça nous accompagne également les états de conscience modifiés, y compris dans notre développement, et ils sont particulièrement importants. Troisième champ, avant de passer à la santé, mais qui pour moi est important, c'est le champ de la création. Alors ça peut être évidemment dans le culturel, ça peut être le guitariste qui va... comme l'un de mes cousins, gratter sur sa guitare et jusqu'à un moment donné où une mélodie va lui tomber du ciel. Ça peut être également un sportif qui, ce jour-là, quoi qu'il fasse, va mettre la balle sur le terrain, qui atteint un état qu'on appelle d'expérience optimale, dans lequel tout semble fonctionner comme s'il était parfaitement aligné, le corps, les émotions, les pensées qui sont là présentes. Donc là, dans la création, les études montrent qu'on est dans un état de conscience modifié, c'est-à-dire ce qui permet aux créateurs de créer, ce qui permet aux sportifs de vivre des expériences particulières, ce sont précisément ces états de conscience modifiés. Et je vous ai mis un domaine auquel on ne s'attend pas forcément, c'est une phrase de Henri Poincaré, le grand mathématicien, qui a beaucoup parlé de créativité en lien avec les mathématiques, et son successeur d'ailleurs, que vous connaissez également, qui est Villani, parle aussi beaucoup de la notion de créativité dans les mathématiques. Et Poincaré écrit cela: « Je me mis alors à étudier des questions d'arithmétique sans grand résultat apparent, et sans soupçonner que cela pût avoir le moindre rapport avec mes recherches antérieures. Dégoûté de mon insuccès, j'allais passer quelques jours au bord de la mer, et je pensais à toute autre chose. Un jour, en me promenant sur la falaise, l'idée me vint, toujours avec les mêmes caractères de brièveté, de soudaineté et de certitude immédiate, que les transformations arithmétiques des formes quadratiques ternaires indéfinies étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Ce que n'importe qui aurait pu lui dire, je ne sais pas pourquoi il a eu cette révélation, mais ce qui est intéressant dans ce descriptif, c'est qu'on a le descriptif d'un état de transe, c'est-à-dire tout d'un coup, entre guillemets, ça nous tombe dessus. Villani raconte aussi très bien combien précisément la résolution de la formule mathématique qui lui a donné la médaille Fields, en fait, il lui est tombé dessus dans l'escalier alors qu'il était en train de jouer avec ses enfants. C'est à ce moment-là qu'il a eu ce qu'il appelle cette révélation, le fameux Eureka, bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà. Il raconte aussi beaucoup, mais ça Poincaré le disait moins, que son maître, donc Poincaré, en fait venait très très tôt travailler le matin, vers 4-5 heures. Il travaillait 2-3 heures. Ensuite, il partait au bistrot. Et puis, au bistrot, en fait, il se vidait les idées. Il prenait, je pense, des cafés, bien sûr. Pendant quelques heures également, il revenait travailler, en fait, dans l'après-midi. Et il travaillait à partir de ce qu'il avait, entre guillemets, non pensé pendant la journée. Mais c'était ce moment de vide dont il avait besoin pour que les formules viennent à lui. Donc les états de conscience modifiés, bien qu'on va parler du champ de la santé, ne se cachent pas que en santé.
Ils sont également présents chez l'humain en développement, ils sont présents dans notre histoire et dans la façon dont les civilisations se sont construites, et ils viennent également dans le champ de la création artistique ou bien dans le champ des sciences. Cette petite diapositive, pour juste citer Platon, il fait parler Socrate de 4 différentes manies, prophétique, poétique, initiatique et érotique. Érotique étant, chez Platon, l'amour transcendantal, c'est pas l'érotique charnel, mais effectivement, les états de conscience modifiés, sans doute, ont à voir avec chacune de ces dimensions. Le champ de la santé, précisément. Finalement, pourquoi utiliser cette méditation, cette hypnose, ces pratiques-là dans le champ de la santé? Qu'est-ce qu'elles peuvent finalement nous apporter et pourquoi finalement s'y intéresser? En fait, probablement parce que ces pratiques-là, qui précisément nous accompagnent depuis fort longtemps, à des moments dans lesquels la souffrance va être présente, nous font nous rendre compte de la complexité du réel. C'est-à-dire, lorsque je demande à mon médecin de me soigner, de me guérir, en fait, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas juste des neurones, de la chair, des muscles, du cartilage qu'il va devoir réparer. Ce n'est pas simplement des hormones. Ce n'est pas un mouvement qui va devoir simplement réapparaître lorsque je vais voir un autre professionnel de santé. Mais précisément, le fait de jouer avec les états de conscience modifiés, de se dire, moi, douloureux chronique, personne avec un trouble du comportement, avec un trouble du sommeil, avec une autre pathologie qui bénéficie de séances d'hypnose ou de méditation, je vais être confronté à cette forme de ressource particulière qui m'appartient en tant qu'individu, qui fait partie de moi depuis que je suis tout petit, qui fait partie de ma culture, de ma civilisation, qui fait partie de ma création lorsque je suis en train d'essayer de faire quelque chose ou simplement de jouer. Et je me rends compte à quel point, même si je peux le savoir intellectuellement, eh bien, je ne suis pas simplement ce corps, cette chair que je demande qu'il soit pris en charge. Je suis bien plus que cela. Je vais me ressentir précisément dans cette notion de globalité dont je parlais tout à l'heure. L'intérêt de la méditation et de l'hypnose, elle est aussi du point de vue du corps médical, des praticiens en santé, de ne pas limiter la question de la conscience aux seules fonctions cérébrales. Je parlais tout à l'heure de gérontotranscendance. L'une des dimensions que permettent la méditation, notamment la méditation et l'hypnose, mais il y a d'autres pratiques utilisant les trans que l'on pourrait citer également, est probablement de réinscrire l'individu dans un axe sur lequel a beaucoup écrit notamment Jean-Paul Sartre ou Michel Henry, qui est l'axe immanence-transcendance. C'est-à-dire l'immanence, c'est ce que je suis, ce qui me caractérise en tant qu'être humain. C'est ma façon de vivre, ma façon de penser, c'est ma façon de ressentir la vie, ma façon d'être à la vie. Et finalement, lorsque je suis confronté à la souffrance, j'ai envie de ne pas me perdre dans cette notion-là. Et c'est le sens des paroles des patients lorsqu'ils nous disent « je ne me reconnais plus ». L'axe immanence, en tout cas le pôle d'immanence de cet axe-là a été perdu. Et de l'autre côté, vous avez la transcendance. La transcendance, c'est le lien à autre chose, quelque chose de plus fort que moi. Alors on peut l'appeler comme on le souhaite, on peut l'appeler le vivant, on peut appeler ça Dieu, on peut l'appeler autrement, mais en tout cas de me relier à quelque chose que je sens comme étant plus fort que moi, je ne suis qu'un maillon présent de quelque chose qui me dépasse. Et ces pratiques de méditation et d'hypnose font ressentir à la personne qu'il y a ces deux pôles. C'est à la fois elle qui est en train de ressentir des choses sur le fauteuil dans lequel elle se trouve pour faire la séance, et en même temps, elle ne fait pas que se ressentir. Ce n'est pas simplement ses pensées, ce ne sont pas simplement que ses émotions, ce n'est pas que son ressenti physique, c'est la conscience ouverte vers autre chose, c'est le sentiment d'appartenance à une communauté, à une humanité, même si l'humanité n'est pas présente dans cette pièce. C'est même parfois la perception qu'il y a probablement dans mes motifs de souffrance quelque chose qui me dépasse et auquel je dois me reconnecter de façon à pouvoir redéfinir, me réinscrire dans une autre façon de percevoir ma santé, ma façon de me réparer, ma façon simplement de m'imaginer différent avec ce qui est en train de se passer. Et donc ces pratiques de méditation, ces pratiques d'hypnose sont des pratiques qui, précisément par leur caractère universel et culturel, requestionnent l'individu sur cet axe-là, immanence-transcendance, leur permet de pouvoir se resituer dans cet axe-là de façon à pouvoir se redéfinir. Il y a une dimension, bien sûr, de corporalité dans ce que je suis en train de dire, qui est particulièrement présent.
qui était déjà dite par l'écrivain Adolphe Bioy-Caceres, qui écrivait déjà que l'imagination n'arrivera jamais à faire mieux que la réalité. C'est-à-dire que si je reste simplement dans l'imagination, je ne peux que me perdre dans des fantasmes et dans des utopies. Par contre, la réalité peut se nourrir de l'imagination, et cette réalité, quand je la touche du doigt, c'est-à-dire lorsque je ressens sensoriellement, corporellement, que je suis en train de devenir quelqu'un de différent, alors cette réalité m'incarne complètement et je suis en capacité de pouvoir réellement prendre une autre position par rapport à ma santé. Ce sont des notions qui sont compliquées. Je n'ai pas trouvé mieux, depuis des années que je cherche, je n'ai pas trouvé mieux que de faire appel à Rimbaud pour pouvoir décrire ce que je suis en train de vous dire. La meilleure définition pour moi de ce processus de la transe, notamment présent dans la méditation ou l'hypnose, comme dans d'autres formes de transe qui vont être présentes, est donnée par cette lettre à Heisenberg qu'il a écrite en 1874. « Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Vous ne me comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute, c'est faux de dire « je pense », on devrait dire « on me pense », « je est un autre ». Et pour moi, cet extrait-là de lettre à Heisenberg est la forme la plus pure de description de la transe, c'est-à-dire cette dimension de réinvention que propose notamment la poésie, la réinvention du réel. Quand on lit un poème, si le poème est bien écrit, on n'y comprend rien. C'est-à-dire si on essaie de comprendre un poème, c'est qu'on passe à côté du poème. La poésie est évocative, elle est métaphorique. Et donc il faut effectivement... on est effectivement dans un champ dans lequel la création va être requise. La création, nous dit Rimbaud, doit être requise au travers des sens. Je dois me perdre dans mes sens. L'état de conscience modifié doit me perdre dans ce que je suis en train de vivre. Et à ce prix-là, à cette force-là, les souffrances qui sont les miennes vont pouvoir être transcendées à tel point que, précisément, transcendées au sens premier du terme, je est un autre, c'est-à-dire je me reconnecte à quelque chose de plus fort que moi, mais quelque chose qui me reconnecte aussi à mon immanence. C'est je qui me met en dialogue et qui me met au diapason avec un autre. Immanence, transcendance. Et cette immanence, transcendance au travers de la sensorialité est précisément l'ambition de l'ensemble des pratiques qui font appel aux états de transe, dont cette méditation et cette hypnose. Et j'espère vraiment, en vous disant ça, vous inciter à venir à l'IMIC absolument pour voir quelle forme cela peut prendre. Je vous le disais en introduction, et je vais boucler un peu mon propos sur ces dimensions-là, les états de conscience modifiés, je le disais tout à l'heure, sont des états de conscience modifiés qui sont culturellement inscrits. Que l'on parle de pratiques chamaniques, que l'on parle de pratiques endop, que l'on parle de médecine vaudou, que l'on parle de médecine perse, que l'on parle de notre médecine, qui va les utiliser également, les états de conscience modifiés comportent en leur sein des projets sociétaux. Lorsque, par exemple, on parle de chamanisme, dans le chamanisme, il n'y a pas simplement qu'une transe qui va être liée à un rituel particulier. En fait, vous avez bien sûr l'acte soignant qui va être fait, c'est-à-dire le chaman qui va, si en tout cas il a sa dimension de guérisseur qui est reconnue par la communauté, le chaman va en fait utiliser ses propres outils de façon à pouvoir diagnostiquer ce qui se passe chez le patient. Il va porter un diagnostic. Ce diagnostic va donner lieu à une thérapeutique. Il va suivre la thérapeutique. Mais le chaman, c'est pas simplement ça. Le chaman, c'est aussi celui qui porte l'histoire de sa culture, de sa famille, les symboles du groupe auquel il appartient et qui, je parle notamment de chamanisme en Sibérie, qui notamment après les rites vont s'asseoir avec les familles qui auront participé à ce rite-là pour raconter à la personne qui aura bénéficié du rite quelle est l'histoire de sa famille. Il réinscrit le patient à l'intérieur de l'histoire de sa famille. Autrement dit, là je vous donne qu'un exemple, mais le chamanisme n'est pas simplement qu'un rituel, ce n'est pas qu'une pratique, ce n'est pas qu'un jeu de symboles, c'est aussi ce qui va structurer la société dont on est en train de parler. Et l'ensemble des trans porte un projet politique en elle. C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant tout à l'heure, le contexte dans lequel on parle actuellement de méditation et d'hypnose n'est pas anodin. Là, la méditation et l'hypnose portent un projet sociétal construit autour de cette philosophie, construite avec l'idée de nature, sans doute pour l'instant un peu utopique, mais sans doute qu'il fait un peu d'utopie pour faire de la politique, mais en tout cas de lien avec la nature, de réinscription de l'humain dans cet axe immanence-transcendance qui va être présente. Et ce n'est pas simplement, notamment avec la création de l'IMIC, ce n'est pas simplement
la proposition d'une structure et d'une pratique qui est faite, qui est proposée aux patients, c'est le fait, comme je le disais en introduction, la volonté de pouvoir repenser la médecine autrement, parce que la société demande à être repensée autrement. Et que cette question de la méditation et de l'hypnose, et notamment les états de conscience modifiés, qui sont de plus en plus présentes dans nos sociétés. Même dans le champ des psychothérapies, maintenant on parle de ce que l'on appelle les psychothérapies augmentées, l'utilisation de vieilles molécules comme LSD, comme en tout cas des molécules qui créent des hallucinations chez les patients. Et on est en train d'organiser des modalités de prise en charge psychothérapeutique, notamment dans le champ du psychotrauma et de la dépression sévère, avec des hallucinogènes. Les hallucinogènes provoquent des états de transe modifiés. La kétamine dans la douleur chronique, bien sûr qu'il y a un usage somatothérapeutique, mais combien de patients nous parlent aussi de ce que la kétamine leur permet aussi du point de vue du ressenti si particulier de réinscrire en eux. On est effectivement dans ce champ-là, la réalité virtuelle également. Ce n'est pas rien que la réalité virtuelle soit en train de pousser très fort, et notamment les adolescents dont je parlais tout à l'heure, qui vont être les patients de demain quand ils vont devenir adultes puis grands adultes. Bien sûr qu'il faudra intégrer les pratiques de réalité virtuelle dans nos pratiques actuelles en santé. On ne va pas, c'est comme si là actuellement vous proposiez aux patients dans les services de soins de s'amuser avec des osselets. Ça pourrait être drôle, mais les osselets c'est déjà trop ancien pour intéresser un certain nombre de patients. La réalité virtuelle est aussi une proposition d'état de conscience modifié. C'est se projeter dans un imaginaire, et si vous avez déjà mis un casque de réalité virtuelle sur vos yeux, vous avez vu aussi que si je suis au bord d'un précipice, bien que je sache que je suis dans mon salon, je vais avoir l'impression que je tombe. C'est-à-dire que c'est une imagination qui est aussi une réalité. Et le développement de la réalité virtuelle, notamment dans le champ de la santé, est aussi également une pratique qui intègre de plus en plus les états de conscience modifiés au bénéfice des patients. Sans doute là aussi, et c'est mon hypothèse, que ce que l'on est en train de réintroduire avec la méditation et l'hypnose dans les pratiques, dont à l'IMIC, c'est la question de la spiritualité. La question de la spiritualité, c'est finalement poser la question aux patients, qu'est-ce que vous considérez comme étant votre sacré? Qu'est-ce que vous craignez en même temps que vous adorez? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous? Qu'est-ce qui vous transcende? Qu'est-ce qui vous définit en tant qu'individu? C'est ça, cette notion de spiritualité. Vous n'êtes pas qu'un psychisme, psychologie, je vais aller bien sûr un peu vite là-dessus, vous n'êtes pas qu'un soma, la médecine classique, vous êtes aussi tout ce champ de l'âme qui est en fait, la notion d'âme est une notion scientifique à la base. Les religieux nous l'ont piqué, mais Laurence Bossi, qui est une neuroscientifique italienne, explique ça très bien dans l'un de ses livres. La notion d'âme est avant tout une notion scientifique, c'est-à-dire ce qui anime l'individu, ce qui précisément est porteur de cette immanence et transcendance que l'on a voulu ou que l'on a oublié, en tout cas dans une forme de médecine particulière, et qui est en train de revenir par ces pratiques pour redéfinir les contours d'une nouvelle façon de prendre en charge les patients. Et sans doute que, même si on en a beaucoup parlé, ce dont il faudrait parler actuellement, ce n'est plus simplement de psyché-soma, de la psychosomatique, c'est de l'axe psyché-soma-spiritualité qui serait notre trinité à nous. Je termine par une petite diapositive que j'ai trouvée hier, et que j'ai trouvée très juste. Je me suis dit, tiens, je vais la mettre. À mon avis, l'enchaînement d'emmerdements que nous traversons doit être orchestré par le lobby de la pleine conscience pour nous obliger à vivre l'instant présent. Alors, j'espère que la philosophie ne va pas simplement être celle-ci, mais en tout cas, on ne va pas forcément y voir un lobby, mais en tout cas, il y a effectivement un projet sociétal qui est derrière. Il y a une philosophie. La philosophie, c'est nous qui la faisons. C'est-à-dire que c'est à nous aussi de forger ce que l'on souhaite en tant que patient, en plus que d'être des êtres humains, de notre médecine et de notre santé pour demain. Mais c'est nous qui la faisons, elle ne nous est pas imposée. Ma dernière diapositive va être aussi pour rappeler que les premiers thérapeutes, en tout cas chez Platon et dans le fait de Platon, étaient en fait ce qu'il appelait les thérapeutes somatos, les cuisiniers. Et donc je vais terminer avec cette citation de Brillat-Savarin qui est devenue ma doctrine de vie et que je trouve évidemment extrêmement juste et me semble aller également avec les pratiques dont nous parlons. L'avenir n'est point encore, le présent n'est bientôt plus, le seul instant de la vie est l'instant de la jouissance. Et si j'avais à formuler des vœux, j'espère que l'instant de la jouissance sera également, avec l'IMIC, le lieu de la jouissance. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.
Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Antoine. Antoine accepte de recueillir vos questions, si vous en avez, avant que nous nous quittions. J'accepte de recueillir vos questions. Je n'ai pas dit que j'y apporterais des réponses, hein, mais je veux bien les recevoir. Là, c'est bon, si, c'est bon, c'est bon. C'est plus une réflexion. Merci beaucoup, Antoine. C'est toujours très éclairant de t'écouter. Moi, c'est plus une réflexion sur quelque chose que du coup je découvre cette année. Alors, ça peut paraître surprenant parce que l'hypnose, ça fait un certain temps que je le pratique. Et la méditation un peu moins, mais aussi. Et en fait, dans tout ce que tu dis là, on se rend bien compte qu'on est un peu pour faire une métaphore, face à une forêt immense, qu'on a ouvert quelques petites prairies par-ci par-là avec l'hypnose et la méditation, mais qu'il y a encore plein de champs, effectivement, d'états de conscience modifiés qu'on ne connaît pas ou mal, enfin qu'on voit se développer, mais qu'on ne sait pas très bien étudier, en tout cas, et on ne sait pas très bien quoi en faire d'un point de vue thérapeutique, parce que c'est un peu ça l'hypothèse derrière, c'est vers où on va aller au niveau thérapeutique avec ça. Qu'importe la spiritualité qu'on met derrière, c'est pas ça la question. La question, c'est effectivement que ça existe et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et j'avais été très surprise quand j'avais entendu, je sais plus quel intervenant avait dit ça là au début, mais qu'il existait à peu près 70 états de conscience modifiés référencés, que l'hypnose en était un, que l'hypnose profonde semblait en être un de particulier, encore un peu différent de l'hypnose elle-même, que la méditation de pleine conscience en était un, et puis après, il y en a encore plein d'autres. Et voilà, c'était juste pour ouvrir un peu cette discussion-là, et c'est cette ouverture où je me dis, oula, et c'est vraiment cette impression-là d'être face à une forêt immense, quoi, de se dire, et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Comment est-ce qu'on va avancer là-dedans? La question, merci pour ta remarque, la question, elle est absolument fondamentale pour moi, parce que la question, elle est, est-ce qu'on va retomber dans nos vieux réflexes? Notre médecine a fait ses preuves. Enfin, à aucun moment on ne peut rougir de la médecine telle qu'on l'a construite. Évidemment qu'elle a des inconvénients tellement elle a d'avantages. Donc évidemment qu'il y a des choses qui sont à améliorer. Qu'est-ce qui n'est pas amélioré? Mais on a une médecine qui fonctionne extrêmement bien. Mais ça veut dire aussi que pour fonctionner, elle a dû encore une fois, dans notre médecine, celle qui guérit, si je reprends ce que nos collègues de médecine chinoise nous disent, celle qui guérit, elle a dû en fait faire des protocoles, elle a dû construire des vidales, elle a dû construire, c'est-à-dire qu'elle a dû se normer. Lorsque vous avez un décès en réanimation médicale, chirurgicale, dans un autre service, on regarde où a été l'erreur. Est-ce qu'il y a eu une erreur humaine? Où est-ce qu'elle a été? Comment est-ce qu'on peut améliorer le processus de façon à ce que ça ne se reproduise plus? C'est-à-dire que le vieux réflexe que l'on a, j'en cite un autre un peu plus provocateur peut-être, mais par rapport à la question de la fin de vie, moi je suis vraiment très en difficulté par rapport à cette question de l'euthanasie. Non pas que je me prononce pour ou contre l'euthanasie, mais le fait que l'on légalise la question de l'euthanasie, c'est-à-dire qu'on en fasse un processus décisionnel qui échappe à la conscience humaine, me terrifie complètement. Et donc du coup, c'est-à-dire qu'on retire aux humains la possibilité de penser ce qui est en train de se passer. Ce qui veut dire aussi peut-être se tromper. Et c'est là justement, je ne vais pas aller trop loin par rapport à ça, mais c'est tout notre problème que dénonçait déjà Edgar Morin avec la question de l'incertitude. C'est-à-dire si effectivement j'accorde à quelqu'un la possibilité de pouvoir penser ce qu'il est en train de faire, se positionner, faire ses choix les plus éclairés possibles, je dois aussi admettre que le contexte, c'est que parfois il peut se tromper. Et que le fait de se tromper n'est pas forcément une faute. Mais malgré tout, notre société et notre médecine au sens large, essaye plutôt de museler ça, museler l'incertitude, faire des protocoles pour que la faute existe le moins possible, jusqu'à, pardon de donner l'impression de faire des digressions, mais ça n'en est pas, jusqu'à cette horrible tableau clinique qui est la question du burn-out, que souvent on confond avec l'épuisement professionnel, alors qu'on peut être épuisé sans être en burn-out et inversement. Pourquoi je dis que c'est un horrible truc? Parce que de la question de l'humain prise dans le travail et la difficulté du travail, on a fait une pathologie psychiatrique qui a comme unique conséquence, lorsque quelqu'un est frappé de burn-out, qu'on écarte la brebis galeuse du troupeau pour pouvoir continuer à fonctionner entre nous et être le plus performant possible. C'est en ça que c'est horrible, la notion de burn-out. Je ne parle pas du bien fondé
du soin à la personne qui, bien sûr, va mal. Je ne suis pas en train de dénier le tableau clinique. Je parle de ce qu'il y a derrière le diagnostic. Voilà. Et on est très habitué à ça, en fait, dans notre société, et en particulier dans notre médecine. Pas que notre médecine, notre société, mais en particulier dans la médecine. Et donc, dans ce que tu es en train de dire, moi, vraiment, la question, elle est fondamentale. C'est-à-dire, par rapport à la méditation, par rapport à l'hypnose, est-ce qu'on va aller vers nos vieux réflexes qui est précisément d'essayer de museler ce que j'essayais de défendre là, c'est-à-dire une psychologie, une philosophie, une humanité de ces pratiques? Est-ce qu'on va essayer de les museler pour pouvoir les contrôler? C'est-à-dire, on va demander absolument la notion de preuve sur l'ensemble des indications, on va mesurer les indications. Est-ce que l'on va également faire le maximum de protocoles possibles en fonction des personnes, en fonction des âges qui vont être là? Et puis on va multiplier les acronymes de telle et telle et telle technique. Est-ce que l'on va rentrer dans ce schéma-là de standardisation? Ou est-ce que finalement on va aller jusqu'au bout de notre projet sociétal, qui est de dire, de reconnaître qu'il y a cette forme de santé qui a toujours existé, que notre médecine, et c'est une très belle ambition, a décidé de lui donner une place, comme actuellement l'IMIC a une place visible. J'entendais tout à l'heure notre directeur général Yann Bubien dire effectivement c'est un pavillon en entier au centre d'un campus hospitalier. Il a raison, ce n'est pas rien que ce soit un pavillon en entier dans un hôpital comme celui-ci. Est-ce qu'on va aller au bout de cette philosophie et à ce moment-là effectivement de vraiment amener cette humanité avec ce qu'elle peut avoir de plus incertaine, de plus vulnérable et de plus fragile au cœur de nos pratiques et d'arrêter avec cette notion de faute. Et pour moi, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire l'ambition est très belle, la philosophie est très belle, elle est congruente avec la façon dont notre société est en train d'évoluer et donner une place à ces principes. Maintenant, est-ce qu'on va être rattrapé par nos vieux démons ou est-ce que effectivement l'ouverture va pouvoir continuer à se faire? Et c'est là où précisément, je fais le lien avec ce que je disais avec notamment le débat sur l'euthanasie, il ne faut pas que ce débat nous échappe. À nous, protagonistes, c'est-à-dire patients, praticiens en santé et même simplement citoyens. C'est le fait de pouvoir dire ce que nous souhaitons est absolument fondamental, de ne pas se laisser faire. Voilà. Et si on ne se laisse pas faire, c'est-à-dire si on dit simplement ce que l'on considère comme étant acceptable pour soi et pour la société que l'on souhaite vivre demain, alors effectivement, parce que, encore une fois, notre médecine a commencé sa mutation, notre société est en train de reconnaître et donner une place à des choses qui étaient présentes, mais mises sous le paillasson jusqu'à présent, alors effectivement, on peut penser qu'avec ce petit coup de poussoir qui était là au début, plus les volontés humaines, il n'y a pas de raison que ça nous échappe. Mais le risque existe, parce qu'on a plein d'antécédents quand même, de choses que l'on a muselées avant. Maintenant, allons-nous apprendre de nos erreurs? Ouais, on m'entend. Bonsoir, merci beaucoup pour la conférence dans un premier temps. Là, juste une petite question, vous disiez qu'il y avait une sorte de changement au niveau sociétal. Juste un peu de façon plus précise ou concrète, est-ce que ce qui se passe ici, là, le LIMIC, est-ce que dans différentes villes et puis à différentes échelles à votre niveau, on va dire, est-ce que il y a vraiment un changement une orientation dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a, par exemple, différents centres de ce genre créés dans différentes villes? Est-ce que au niveau des modes de pensée de psychologues autres ou même au ministère de la Santé, je ne sais pas du tout, est-ce qu'il y a une orientation dans ce sens-là? Alors, je vais bien sûr parler à partir uniquement de ce que je connais et je vais essayer de ne pas froisser mes autres collègues qui travaillent ailleurs. En fait, ce qui existe de façon assurée, c'est des hôpitaux, des cliniques, parfois des centres privés dans lesquels les pratiques complémentaires sont représentées. Beaucoup dans les centres douleurs, mais pas que. Pourquoi les centres douleurs ou le centre en lien avec le cancer, etc. Simplement parce que c'est une clinique de la complexité. C'est-à-dire que moi, parfois, il m'arrive d'être un peu cynique dans mon travail. Et je reste persuadé que si en douleur chronique, on avait les mêmes efficacités médicamenteuses qu'en douleur aiguë, je ne suis pas persuadé que les prises en charge chroniques seraient pluridisciplinaires et intégrant ces pratiques. Mais profitons-en. Il n'y a pas encore la molécule chimique qui fait qu'en douleur chronique, c'est-à-dire avec quelque chose qui transforme
le mode de vie des patients, la personnalité, qui les interroge dans leur existence. Il n'y a pas encore la molécule qui leur ferait croire que tout ça peut être balayé et que ce n'est qu'une question de chimie. Et donc du coup, dans ces centres-là, ça existe, dans plein de centres. En lien avec cette clinique de la complexité, il y a des pratiques qui sont développées. Parfois, c'est un peu ambivalent. Je pense notamment à la Salpêtrière, dans laquelle, par exemple, il y a eu le premier service de mise en place de la médecine chinoise, mais en fait, ils sont acceptés sans être acceptés. Ils sont à la fois présents à la Salpêtrière et en même temps, la question du remboursement, la question de la reconnaissance institutionnelle n'est pas tout à fait là. Donc les pratiques existent dans la communauté en lien avec le monde de la santé, dans d'autres hôpitaux qu'ici. Ce qu'il y a de particulier, me semble-t-il, à l'IMIC, c'est que d'abord, c'est un centre qui n'est pas adossé à une pratique initiale. C'est un centre qui se définit par les méthodes qui sont proposées avant tout. Alors ensuite, évidemment, comme on ne peut pas accueillir tout le monde, il peut y avoir des indications qui vont jouer. Mais en tout cas, les pratiques ne sont pas adossées d'emblée à une clinique qui va être là. Et puis, j'y reconnais aussi, alors j'ai en tête un autre service dans lequel j'étais allé. On m'avait invité il y a une quinzaine d'années à peu près à Clermont-Ferrand, dans précisément un centre douleur, dans le centre de la douleur de Clermont, et on avait discuté beaucoup, j'y avais passé la journée, et il m'avait montré en particulier ce qu'il faisait déjà il y a 15 ans à l'hôpital de jour, où il y avait déjà des pratiques qui intégraient l'acupuncture, l'hypnose, etc. Donc il y avait déjà des choses qui étaient faites, mais qu'il a aussi avait, grâce à l'effort de la chef de service, parce que tout ça est très patron dépendant, grâce à l'effort de la chef de service, avait été imposé parce que derrière, il y avait effectivement la douleur qui était là, des publications scientifiques qui permettaient d'eux, etc. Ce que j'ai trouvé pour ma part à l'IMIC, quand d'abord Marie m'en avait parlé, et quand Marie m'a parlé de l'IMIC, j'étais vraiment très excité par ce projet. Je souhaitais en être, j'étais prêt à faire le peloton devant la porte jusqu'à ce qu'il m'accepte à l'intérieur. Mais parce qu'en fait, mais oui, parce que tu as senti que tu faisais pas le poids. Donc c'était en fait, ce que j'ai senti, c'est que précisément à l'IMIC, il y avait ce dont je viens de parler. C'est-à-dire, ce n'était pas simplement la volonté de praticiens qui ont été cités par François tout à l'heure en début d'intervention. Ce n'était pas simplement la volonté de praticiens de faire de la technique et d'utiliser ça comme on pourrait utiliser une autre technique, c'est-à-dire plutôt que de faire du pharmaco, je vais faire du non-pharmaco. Hein. C'était pas du tout cette pensée-là. Il y avait quelque chose précisément du côté pardon du gros mot, de l'humanité, c'est-à-dire il y avait quelque chose de l'ordre du projet humain qui était présent, de la philosophie dont j'ai parlé jusque-là. Et je ne connais pas tous les centres en France, mais c'est la première fois que j'ai eu ce frisson-là. Quand Marie m'en a parlé, je me suis dit, là, il y a quelque chose vraiment qui est en train de se jouer, qui est différent. Et j'ai eu un deuxième frisson, précisément lorsque j'ai vu aussi, et il faut le dire aussi, le portage institutionnel. Alors évidemment, derrière, il y a encore une fois, il y a de l'humain qui a fait ça. Hein. C'est-à-dire qu'il a fallu se battre pour les gens qui ont permis que ce soit présent. Mais le fait, malgré tout, qu'une institution hospitalière donne cette place-là, pas simplement aux techniques, mais vraiment à un projet qui est un projet qui est, pardon du terme, qui est du côté de l'humanité. C'était vraiment la prise en compte de tout ce dont j'ai essayé de parler là ici. C'est la première fois que je rencontre ça. Voilà. Et là, pour le coup, je dois dire que moi, j'ai vraiment l'impression que ici à Bordeaux, de ce point de vue-là, on est vraiment à l'aube de quelque chose. Et très honnêtement, je dis pas ça par flagornerie ou parce qu'ils sont présents. Chaque fois que je discute avec quelqu'un de l'équipe, il y a une identité. Hein. Il y a vraiment une identité. Donc, à la fois l'accueil que propose Catherine, ensuite les différents lieux de consultation qui vont être présents. Enfin, il y a vraiment une identité. Ça a l'air de rien, mais quand je vois comment Catherine accueille les patients, le temps qu'elle prend, la façon dont elle parle avec eux, l'ambiance qu'elle y met. Enfin, je sais que quand ils franchissent le pas de la porte, il y a autre chose qui est en train de se jouer. Et là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi en tout cas, je n'ai pas la prétention de connaître tous les centres, mais pour moi en tout cas, est vraiment quelque chose de particulier et d'inédit. Donc, et d'ailleurs, je dois dire que parmi les personnes qui se sont connectées tout à l'heure, il y a des patients limiques. Je crois que c'est à peu près la première fois dans les conférences que je peux donner à droite et à gauche que j'ai des patients qui se connectent pour venir écouter, non pas moi,
mais qui viennent écouter quelque chose auquel ils participent. Voilà, je vois ça aussi comme étant l'indice de quelque chose. Voilà, donc je veux pas vraiment, enfin, je veux pas froisser les personnes qui travailleraient ailleurs et qui font de l'hypnose, de la méditation, d'autres pratiques, de l'aroma. Vraiment, je veux pas les froisser. Je parle vraiment d'une ambiance et de quelque chose de l'ordre de la liberté. Alors, je sais qu'il y a des contraintes, je sais qu'il faut se battre tout le temps, mais il y a quelque chose de très libre dans la façon d'emmener ces philosophies qui est vraiment très, très particulier à l'IMIC et dans ce pavillon en particulier. Et je suis d'accord avec le directeur général, c'est pas anodin qu'il y ait un pavillon avec une magnifique vue d'ailleurs qui accueille comme ça en plein milieu d'un hôpital qui soit dévolu à ça, quoi. C'est quand même pas banal. Merci beaucoup, on est bien chanceux alors. Oui, bonjour. Alors, moi, je fais pas partie de l'hôpital. Je suis libérale. J'ai découvert la conférence par hasard, enfin, je veux dire par hasard ou synchronicité sur Internet. Donc, je suis venue. Et moi, j'aimerais bien avoir le regard des conseils de l'ordre, qui sont parfois, en tous les cas, pas tout à fait d'accord sur cette complémentarité qui me paraît essentielle. Parce que moi, je fais de la méditation depuis plus de 30 ans et j'ai pas le droit d'en parler. Donc, je trouve que c'est très gênant, quoi. Moi, j'ai en tout cas très perturbée dans ma vie professionnelle à cause de ça. Parce qu'on a l'impression d'être un paria, de ne pas exister et surtout de ne pas en parler parce que on va carrément vous radier du Conseil de l'ordre. Oui, je vais faire le lien avec la question qui m'était posée juste avant. Une institution, par nature, elle est lourde, elle n'a pas vocation à évoluer et elle n'est pas aidante. Malgré tout, elle donne aussi un cadre pour construire les choses, mais effectivement, quand on souhaite qu'il y ait une évolution, c'est pas les premières à être aidantes. Alors, moi, je vais juste vous parler du champ de l'hypnose, qui est celui que je connais le mieux, et pour avoir contacté les différents ordres. L'ordre médical commence à devenir un peu plus ambivalent, même si j'ai découvert que l'ordre des médecins pouvait avoir des prises de position parfois régionales, et que d'une région à l'autre, il n'y avait pas forcément les mêmes choses qui étaient demandées aux collègues. Mais globalement, c'est en train de bouger doucement. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ça veut dire qu'il y a la fondation de l'Académie de médecine qui organise déjà des journées qui sont présentes. Ça veut dire également que l'ordre commence à consulter ces praticiens-là, qu'il y a eu la première note qui a été éditée par l'ordre sur ces pratiques, notamment coordonnée par professeur Bruno Falissard, qu'on est plusieurs à connaître ici, il y a 1 an ou 1 an et demi. Donc il y a quelque chose qui est en train de se jouer au niveau de la reconnaissance. L'ordre infirmier, je vais dire les choses un peu rapidement. Le seul contact que j'ai eu avec eux, ils ont dit globalement on va s'aligner sur l'ordre des médecins. Et donc du coup on ne bougera pas par rapport à ça. L'ordre des kinés était également assez ambivalent, c'est-à-dire que en fait là aussi ils veulent s'assurer quand même que les médecins vont pas être trop loin pour les pratiques, et que donc du coup le kiné peut pas être complètement autonome par rapport à ce qu'il propose, mais en même temps c'est probablement ceux qui ont eu le champ le moins restrictif, avec l'ordre qui a le mieux répondu, en tout cas de ceux que j'ai contactés, à ces pratiques-là, qui est l'ordre des sages-femmes. Et pour le coup, l'ordre des sages-femmes a vraiment eu une ouverture extrêmement grande par rapport à ces pratiques, extrêmement aidante, et donc profession médicale également. Et voilà, et donc qui du coup effectivement est plutôt encourageant. Et d'ailleurs, en 5 ans, c'est devenu, je suis responsable de plusieurs DU de formation en hypnose et d'une formation privée également, et les sages-femmes sont devenues la profession qui est la plus demandeuse de formation dans le champ de l'hypnose, alors que pendant très longtemps, historiquement, c'était les infirmiers. Et là, c'est beaucoup les sages-femmes qui viennent se former. Donc du coup, voilà, les ordres, ce sont des institutions. Je peste comme vous, j'enrage comme vous. J'ai du mal à leur en vouloir complètement, parce qu'en même temps, mais ça semble bouger malgré tout, un petit peu. Par rapport à CUMIC, j'ai vu qu'il y avait des formations que vous faisiez.
est-ce qu'elles sont ouvertes aussi aux professions libérales? Alors honnêtement, je ne connais pas bien ce volet-là, donc je vais me défausser sur François Tison ou sur Marie Flossia. Le micro n'est pas ouvert par contre. Là? Oui, c'est ouvert. Là, c'est bon. Est-ce que vous pourriez me répéter votre question pour que je puisse vous répondre de façon... J'ai vu sur le site internet qu'il y avait des formations, visiblement, parce que j'ai vu qu'une session était passée, qu'il y a une session 2 un peu plus tard. Oui. Est-ce qu'elles sont ouvertes aux professions libérales? Alors, si vous parlez des formations de méditation de pleine conscience, je pense que c'est à ça que vous faites référence. Et l'hypnose. Et l'hypnose aussi. Donc, en fait, je vais parler... Alors, ma part, moi, c'est le côté méditation, donc je peux parler de cela. Nous nous sommes maintenant structurés à travers... nous avons structuré notre offre à travers le CFPPS, qui est l'organisme qui propose des formations pour les professionnels de santé. Mais j'ai appris depuis peu, pas que, donc c'est ouvert aussi aux personnes qui ne sont pas professionnels de santé. Et par ce biais-là, nous sommes effectivement ouverts aux personnes qui sont extérieures à l'hôpital, qui peuvent venir se former en demandant donc une formation à travers le centre, en s'adressant au centre de formation continue. Pour l'hypnose, je laisse Marie, je crois qu'elle est mieux. Pour l'hypnose, ça fait longtemps que le CFPPS, du coup, le centre de formation, ça c'est pas l'IMIC, hein, c'est vraiment le centre de formation du CHU qui propose des formations effectivement en hypnose et qui sont ouvertes à tous les professionnels de santé, libéraux, hospitaliers, etc. Juste pour rebondir là sur ce que vous disiez sur les conseils de l'ordre et la méditation, je ne sais pas si François, vous avez une autre réponse, mais c'est un travail de fourmi qu'on a commencé nous au niveau de la Gironde. On est allé les rencontrer. On a discuté justement des études, on repasse par les bases, désolé, des bases des études qui permettent de parler à nos collègues sur le mieux-être avec l'utilisation du MBSR chez les soignants. Et on a eu une thèse là ils ont accepté de diffuser donc un questionnaire à tous les médecins libéraux de Gironde sur l'utilisation de la méditation et leur connaissance de la méditation. Donc voilà, c'est tout petit, ça commence, mais ça n'a pas été bloqué, ça a été écouté, on nous a demandé d'en parler, etc. Donc après, de là à avoir une reconnaissance, etc., on n'y est pas, mais c'est écouté. Voilà. Oui. Bonsoir. Alors, je m'excuse si vous avez déjà répondu à cette question avant, je suis arrivée tard. Alors, je suis une patiente touchée d'endométriose et je pratique la transcognitive. Et je voulais savoir si la transcognitive arrivait à l'IMIC, si elle était déjà là ou si c'était prévu. Elle est probablement en chemin. La transcognitive auto-induite est une forme de transe qui a été proposée, pas construite, c'est très vilain, qui a été proposée par Corinne Sombrin. En fait, Corinne est une ethnomusicienne qui, au décours en fait d'un reportage qu'elle avait fait en Mongolie dans une peuplade particulière, a été initiée en fait à des pratiques chamaniques. Vous avez eu un film qui a été fait sur sa vie qui s'appelle Un monde plus grand. Hein, c'était Cécile de France qui faisait son rôle quand même. Quand on a Cécile de France qui joue son rôle, c'est qu'on a réussi sa vie. Et en fait, Corinne Sombrin a eu vraiment l'intelligence, et je dis vraiment intelligence parce qu'elle aurait pu être plus commerciale que ça. Elle a eu l'intelligence de considérer que ce qui appartenait au sol sibérien ne pouvait pas être exporté facilement en Occident sans réfléchir à ce qu'on était en train de faire. Et donc à la fois elle a trouvé des bénéfices bien sûr aux pratiques chamaniques, mais en même temps il était hors de question pour elle de se dire chamane et de venir pratiquer une sorte de pseudo-chamanisme hors sol sur le territoire français, ce qui n'aurait culturellement pas eu beaucoup d'intérêt. Je ne reviens pas à cet aspect, mais la médecine, les pratiques médicales sont très culturellement normées. Et donc, ce qui fait aussi qu'une médecine va avoir un impact, c'est
que les deux protagonistes partagent une culture dans la rencontre thérapeutique, la même culture avec les mêmes codes. Et donc du coup, elle a considéré effectivement que cette forme de pratique n'allait pas être exportée comme ça. Et par contre, elle s'est posé la question finalement, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de développer? Et donc elle a développé une pratique qui est donc une pratique d'état de conscience modifié, une pratique de transe qui fait partie de cette grande famille des pratiques de transe qu'elle appelait donc la transe cognitive auto-induite et qui est une pratique qui est actuellement à l'étude sur ses indications. Et donc on a bien sûr des situations cliniques qui sont tout à fait intéressantes, mais là notamment l'Université de Liège est en train d'étudier son intérêt auprès notamment de patients atteints de cancer et de douleurs chroniques. Et donc voilà, donc c'est une pratique qui est tout à fait intéressante parce qu'elle est nouvelle, elle est totalement dans un rituel dans l'organisation de rituels utilisant les états de conscience modifiés à visée thérapeutique. Et donc, nous verrons si ça arrive jusqu'à l'IMIC. En tout cas, ça s'en rapproche, hein, parce que mon petit doigt me dit qu'il y a des personnes déjà formées et d'autres qui sont en train de se former. Sur la gestion de la douleur, en tout cas, c'est formidable. Merci pour le témoignage. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, d'après vous, que révèle la proportion de femmes dans cette salle? Je suis assez surprise, mais... Que les hommes sont restés à la maison pour faire la cuisine, non? C'est pas ça la réponse. Pour tout vous dire, en faisant le diaporama, sur la diapo sur hypnose et méditation, quand j'ai mis le terme de parent et que du coup je me suis dit, bon, quel parent je vais donner, je me suis dit, mince, je suis victime de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu des femmes qui ont participé totalement en fait au développement de ces pratiques, mais évidemment je vais pas faire ce qui maintenant est su, c'est-à-dire qu'elles ont été consciencieusement effacées en fait des livres. Donc maintenant on commence un petit peu, notamment avec la revue que je participe, la revue de l'hypnose et de la santé chez Duno, on essaye notamment de réhabiliter justement ces femmes qui ont une place particulière dans le développement de ces pratiques. Mais elles ont déjà été présentes, même si je n'ai cité que des hommes comme parents de ces pratiques, les femmes étaient présentes. Ensuite, je vais difficilement vous répondre parce que je tomberai dans des poncifs. Je tomberai dans des poncifs qui sont autour de la sensibilité, des expériences de vie. Je citais la situation de la grossesse tout à l'heure. C'est-à-dire, on peut légitimement penser qu'une femme, dans son développement, dans son histoire, dans les tâches qui lui sont dévolues, a aussi plus l'occasion d'utiliser les états de conscience modifiés que d'autres, que les hommes. Au-delà de ça, j'aurais du mal à vous répondre, mais je souhaite y voir une preuve d'intelligence. Je vais répondre à votre question. Ça me fait penser, mais du coup par association d'idées, ça me fait penser à, parce qu'on parlait de douleur chronique tout à l'heure. Parfois, ces histoires en fait de masculin-féminin s'immiscent dans des territoires auxquels on ne s'attend pas, et en particulier, il y a plus de femmes qui consultent en douleur chronique que d'hommes. Et donc, je vous passe évidemment les arguments sur la sensibilité féminine à la douleur, sur l'historicité avec l'hystérie. Voilà, enfin, beaucoup de choses ont été dites. Et puis, très récemment, vraiment, dans les dernières années, on s'est quand même posé la question de savoir s'il n'y avait pas eu une influence du fait que, évidemment, les molécules sont d'abord testées sur les animaux, et en particulier sur les souris, les rats de laboratoire, et que, en fait, les animaux qu'on utilise en laboratoire sont tous des mâles. Sont tous des mâles parce qu'on ne veut pas se laisser embêter par les hormones plus importantes dans l'organisme que proposerait un animal du sexe féminin. Et on s'est rendu compte ces dernières années que les antalgiques, c'est pas que les femmes en fait étaient plus douloureuses que les hommes, c'est qu'en fait les antalgiques répondaient mieux à l'organisme masculin que féminin parce qu'on ne les a testés depuis l'origine de la molécule que sur des organismes mâles. Donc parfois ces disparités
qu'on pourrait prendre comme étant juste des questions culturelles, des représentations. En fait, en santé, s'enracine vraiment à tous les niveaux jusqu'à cette question des molécules et dans le champ de la douleur. Je vous parle de quelque chose qui a été, ça fait 6-7 ans qu'on le sait, que en fait les molécules sont des molécules pour les hommes et pas des molécules pour les femmes, et que en fait en contournant la question des hormones chez les organismes animaux féminins, en fait on a amené des consultations majoritairement féminines en fait et non pas masculines. Les hommes réagissent mieux aux antalgiques que les femmes parce que chimiquement c'est sur les hommes sur les mâles pardon qu'on les a testés. Voilà. Je referme la parenthèse. Pardon, votre question. Je voulais savoir si vous pourriez me préciser le terme immanence, que je n'avais pas entendu jusqu'à présent, si vous avez une définition un peu plus claire pour moi. Bien sûr, c'est évidemment le terme le plus simple ce soir que je vais vous dire. C'est gentil. Oui, en fait, la notion d'immanence, si j'essaie de l'expliquer simplement, parce qu'évidemment c'est un processus qui est complexe, aussi complexe que le processus de transcendance, la question de l'immanence, c'est le retour à soi. C'est-à-dire, je vais vous prendre la méditation. Dans la méditation, dans les pratiques méditatives, je vais faire un peu de caricature, donc je vais parler un peu de technique de façon un peu caricaturale, mais dans les pratiques méditatives, globalement, il s'agit de laisser sa conscience être présente, s'intéresser à nos pensées, à ce qui est présent en termes d'émotions, ce qui est présent dans mon corps, dans la posture qui est là actuellement présente. Et puis, si ma conscience s'évade sur autre chose, je prends acte que ma conscience est allée écouter des travaux, s'est enfuie vers une autre idée. Je prends acte que ma conscience est partie ailleurs, dans le passé, dans le futur, dans un autre lieu. Et puis, je ramène ma conscience simplement sur le vécu, mon expérience actuelle. Et en fait, cet exercice-là, qui est un entraînement, en fait, la méditation pleine conscience, il n'y a pas d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais il n'y a pas de bénéfice à ces pratiques-là sans répétition, aucune. Hypnose, méditation, la transcognitive auto-induite, toutes ces pratiques-là sont des pratiques qui demandent à être répétées, ce n'est pas de l'ordre de l'immédiat. Et en particulier dans la méditation, je fais ma parenthèse, dans la méditation, lorsque précisément vous centrez votre attention sur votre vécu, sur votre expérience, sur la façon dont votre réalité est en train de se dérouler, vous ancrez votre personne, la personne que vous êtes, c'est-à-dire la façon dont vous pensez, le rapport à votre existence, le rapport à votre corps, vous êtes en train de le réancrer, de le réaffirmer, de le surligner à ce moment-là. C'est ça que l'on appelle la notion d'immanence. La notion d'immanence, c'est de se reconnecter avec la fibre qui fait que je suis qui je suis à l'âge que j'ai. C'est-à-dire à la fois mon histoire, mais ce n'est pas mon histoire passée. C'est mon histoire telle qu'elle peut être vivace dans l'instant présent. Je suis le produit de mon histoire. Je suis justement la phrase de Brillat-Savarin sur la fin, c'est-à-dire je suis précisément dans l'instant tel que l'instant est en train de me définir et peut-être déjà en train de s'évanouir. Mais l'immanence, c'est ça. L'immanence, c'est ce retour à soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui me définit en tant que personne qui sent, qui ressent, qui pense, qui agit dans le monde qui est le mien et qui se définit comme étant un individu propre, c'est-à-dire un individu vulnérable qui va s'appuyer sur sa vulnérabilité pour pouvoir aussi essayer de s'adapter du mieux possible au monde qui lui est proposé. Et donc ça veut dire dans l'immanence qu'on installe une sécurité de la personne que l'on suit. Lorsque je travaille avec la méditation, j'installe une sécurité interne. Ça ne veut pas dire que je suis plus anxieux, que je suis moins anxieux, moins stressé, etc. J'ai fait un lapsus parce que les études montrent que les personnes qui font de la méditation au-delà de 10 ans, les grands méditants, sont en fait plus stressés que les autres. Mais la raison pour laquelle ils sont plus stressés que les autres, c'est parce qu'en fait, ils reconnaissent beaucoup mieux en fait les signes du stress et ils la gèrent beaucoup mieux. C'est ça en fait que dit l'étude. C'est-à-dire que si vous faites passer une bête échelle de stress à quelqu'un qui est grand méditant, vous allez le trouver plus stressé que la moyenne des gens. Mais lorsque vous allez un peu plus avant dans finalement qu'est-ce qui est en train de se passer, si vous l'interrogez, vous verrez qu'en fait, il reconnaît mieux les signes du stress et surtout, il sait beaucoup mieux apprivoiser cet instant dans lequel le stress va être présent. Ça, c'est l'immanence, cette forme de sécurité, cette sûreté, ce retour à soi qui va être présent. De l'autre côté, il y a la transcendance, c'est-à-dire les pratiques qui font que le moi se dissolve. Tout d'un coup, la notion de mon individualité, le jeu de Rimbaud, jeu est un autre, le jeu finit par disparaître et je n'ai plus conscience que de cette vie qui est là présente, qui me traverse, qui fait que je ne suis plus moi.
en même temps que je suis cette vie telle que je suis en train de la ressentir. Donc on peut l'appeler de plein de façons différentes. Les religions ont fait leur chou gras, on peut l'appeler de façon plus laïque et païenne aussi, peu importe, mais en tout cas, c'est cette sensation que mon individu se dissout dans quelque chose qui est plus puissant que lui. Je vais reciter Adolfo Bioy Casares qui disait que toute la misère humaine, enfin qui écrivait que toute la misère humaine était contenue dans le fait que l'on n'arrêtait pas de lutter contre l'idée de il ne faut pas que je vieillisse, il ne faut pas que je meure. Et il disait en fait toute la difficulté de l'humain, c'est de refuser cette idée de la mort comme étant je veux rester là dans une éternité. Et je refuse la mort qui est présentée. Il disait, en fait, une façon d'être humain est au contraire, non pas de se poser cette question-là, une façon d'être humain est au contraire de se poser la question de comment est-ce que je peux organiser les traces de ma conscience pour pouvoir vivre autre chose, au-delà de ce moment fatidique. Il disait, toute la misère humaine est précisément de se tromper de question et de faire de la mort une finitude auquel on voudrait absolument échapper avec ces fantasmes, immortalité, etc., qui sont présents. Le transhumanisme, vous avez peut-être déjà entendu parler, le fait qu'il y ait déjà des membres bioniques, etc., pour améliorer, là aussi, performer votre œil, votre cerveau, vos muscles, pour ne pas mourir. Le fantasme de l'homme qui ne mourrait pas, de l'humain qui ne mourrait pas. Et donc, Bioy Casares disait, en fait, ça c'est une folie, c'est une hérésie. En fait, l'homme devrait se tourner vers quelle est cette conscience qui m'autorise à parler, et quelles sont les traces de la conscience qui fait que précisément je laisserai quelque chose et quelque chose va me survivre. Et la question est certainement là, dans cette question de la conscience. Et d'ailleurs, j'en terminerai là-dessus, je me définis vraiment comme quelqu'un qui souhaite être vraiment laïque, particulièrement, mais dans cette laïcité précisément, j'essaie de regarder les religions pour ce qu'elles sont. Et précisément, toute l'œuvre des religions a été encore une fois, c'est toutes les religions vraiment au pluriel, a été de proposer à l'humain qui a peur de la mort le fait de lui proposer une perduration de la conscience. Toutes les religions proposent ça. C'est-à-dire, elles font toute la promesse que lorsque vous mourrez, en fait, vous ne serez pas mort. Il y aura une conscience, une vie qui va perdurer au-delà de ça. Et qui fait précisément que les religions ont autant d'attrait. C'est-à-dire, elles me promettent que ma conscience va au-delà de ma chair. Et donc on peut tout à fait adhérer, l'idée n'est pas du tout d'être anti-religieux, on peut adhérer à ça, mais sans doute qu'il faut apprendre de ce que sont les religions, revenir à ce que disait Bioy Casares, effectivement de dire, la question probablement, elle est cette question de la conscience, c'est-à-dire comment j'organise les traces de ma conscience, les traces de mon humanité, de ce que je suis, de ce que je ressens dans l'axe immanence-transcendance, pour organiser quelque chose de moi qui me rende acceptable pour moi, pour les autres et pour ceux auquel je suis amené, avec qui je suis amené à discuter et à partager, c'est-à-dire la question de l'humanité. Et ces pratiques-là, encore une fois, dans leur dimension philosophique, posent cette question-là, posent cette question de comment resituer l'humain dans l'axe immanence-transcendance et lui permettre précisément d'aborder le champ de la conscience de façon à ce que des traces lui permettent de se définir comme étant un individu actuel, installé dans ce qu'il est, immanence, et aussi dans un projet de perduration, de traces de quelque chose en lien avec la notion d'humanité, la transcendance. Amen. Ce sera la dernière question, parce que sinon on va y passer la nuit, ce qui serait très intéressant pour ceux qui veulent, hein, je veux bien. Moi, ça me Sinon, je me permets, vous aviez des questions sur le chat. Je ne le vois pas en fait, le chat. Alors, je vous la pose. Les aides-soignants sont-ils exclus de cette formation à l'hypnose ? Alors, je ne sais pas je sais pas le set à quoi il renvoie, à quelle formation il renvoie. Le CFPPS, non, c'est tout à fait ouvert. Voilà. Et au contraire, sont même plutôt les grandes bienvenues. Les grands bienvenus, pardon. Les aides-soignants à l'hypnose. J'enchaîne. Bonjour, je souhaite changer d'orientation professionnelle et faire une formation d'hypnothérapeute. Je ne suis pas professionnel de santé, quoique assistante maternelle. Où puis-je me renseigner pour une formation adulte ? En fait, tout dépend quel est le projet. Les pratiques dont on parle sont des pratiques qui ne sont pas installées dans un cadre thérapeutique forcément d'emblée. On peut utiliser précisément ces pratiques-là, comme je disais, dans le champ de la prévention, on peut l'utiliser dans le cadre du bien-être. Et donc, dans ce cadre-là, beaucoup d'instituts en fait, proposent des formations qui sont adaptées à ce champ-là, qui est d'ailleurs celui de la sophrologie, par exemple.
Si vous regardez les fiches RNCP, la fiche métier de la sophrologie n'a pas de fiche RNCP en tant que profession de santé. La fiche RNCP, c'est dans le champ de l'éducatif et du bien-être pour la sophrologie. Alors si vous êtes infirmière, aide-soignante, médecin, etc., kiné qui pratiquez la sophro, du coup vous êtes thérapeute. Mais la sophrologie n'est pas une pratique en santé d'emblée. Par contre, ça intervient dans le champ du bien-être, de la prévention et de l'éducatif. Et donc, ce projet-là de reconversion peut tout à fait se faire dans ce cadre-là. Et beaucoup d'instituts que vous trouverez sur Internet proposent cela. Si par contre, l'objectif est de devenir thérapeute, c'est-à-dire précisément d'accompagner une personne avec une problématique en santé, de façon à inclure cet objectif présent dans notre médecine, qui est la question de la guérison. Ça ne veut pas dire qu'on l'atteint tout le temps, mais en tout cas qu'il y ait une intention qui soit de cet ordre-là. Là, pour le coup, ça demande des connaissances préalables et qui demande d'être thérapeute avant d'exercer cette pratique. C'est quoi être thérapeute? C'est la capacité de faire un diagnostic. Donc les psychologues font un diagnostic dans leur champ, les médecins aussi, les infirmiers aussi, les kinés aussi, etc. Mais c'est la capacité de diagnostic pour s'assurer que ce que l'on fait pour venir rétablir, arranger une problématique en santé se fait de façon la plus éclairée possible. Voilà, donc l'activité thérapeutique demande à être thérapeute et pour avoir ces connaissances permettant précisément de pouvoir prendre en charge le patient le mieux possible. Par contre, les pratiques dans le champ de la prévention, du mieux-être, sont des pratiques qui ne demandent pas à être thérapeute et donc sont plus ouvertes. Très bien. Une dernière peut-être. Est-ce qu'il y a des liens de communication et de transfert de connaissances entre l'IMIC et le reste de l'hôpital? Implantation d'une approche plus humaniste, holistique, intégrative au sein des autres services. En dehors de ce soir, donc. Car ce soir, on fait partie. Merci. Alors, deux éléments. La première, c'est qu'on n'est pas dépositaire de l'humanisme et des humanités médicales au sein de l'établissement. Et je crois que beaucoup de nos collègues et de soignants n'ont pas besoin de nous pour l'exercer. La deuxième chose, c'est qu'on propose par le biais de nos pratiques et de notre enseignement aux personnes d'autres services de nous rejoindre. On le fait d'abord en formant les soignants dans notre unité. On le fait en proposant une formation spécifique pour les soignants de l'établissement qui est destinée à leur permettre de proposer la méditation pleine conscience dans leur secteur de soins, dans leur environnement de soins. Et en hypnose, c'est déjà présent depuis maintenant au moins une quinzaine d'années. Hein, et c'est des choses qui sont connues. D'ailleurs, Jenny Sourzac et Marie ont récemment fait une enquête à l'échelon du CHU pour connaître comment ces pratiques en hypnose étaient dispensées et avaient pris racine dans les différents services. Donc oui, la réponse est oui. La dernière question de Denis, rapide, Denis. Et après si vous êtes, à moins que vous vouliez continuer, moi je suis d'accord, hein, c'est vraiment passionnant. Donc, mais, bon. Est-ce que vous ne pensez pas que la question ouvre à la politique parce qu'elle pose le rapport entre l'individuel et le collectif et que cette ouverture de la médecine est une façon de lutter contre un hyper-individualisme qui est effectivement délétère et on voit toutes les impasses. En fait, je vais dire là aussi banalité, mais le politique n'appartient pas qu'aux politiciens et nous faisons tous de la politique par nos actes. Et donc effectivement, lorsque l'on met en application une philosophie, on est dans un acte politique, c'est-à-dire on affirme quelque chose de la société que l'on souhaite et des liens que l'on souhaite développer dans la société. La notion d'individualisme, enfin bon, je ne vais pas m'embarquer dans une... je ne la trouve pas si prononcée que ça. Je me demande si ce n'est pas un mot dont on nous accable pour nous maintenir dans une position un peu fataliste. Je trouve cette notion d'individualisme,
parfois un peu excessive par rapport, on va dire, au désir de relation. Je citais les adolescents tout à l'heure avec les tablettes, avec le shifting, je pense que lorsque l'occasion en est donnée, en fait, l'individualisme tombe plutôt au profit de la relation et plutôt un processus intéressant. Mais c'est l'objet d'une discussion. Je pense à ça par le fait que vous parlez d'immanence et de transcendance, oui, oui. Et puis par le fait aussi que dans ces pratiques, le rite est supposé être thérapeutique. Et on peut étendre la notion de rite à beaucoup de thérapeutiques, dont la psychanalyse, dont beaucoup de ces pratiques, justement, ouvrent au collectif et au transgénérationnel et au lignage et à des choses plus importantes que un corps limité, un individu et quelque chose qui est fermé. Oui, je trouve que l'exemple des psychothérapies est un bon exemple dans nos sociétés. Vous avez cité la psychanalyse, on peut citer une thérapie cognitivo-comportementale, etc., qui sont des thérapies fondamentalement individualistes. C'est-à-dire que l'autre est présent fantasmatiquement, en fait. Alors, en dehors des thérapies familiales dans lesquelles il peut y avoir la convocation précisément de la famille ou du couple, en dehors de certains dispositifs qui peuvent exister dans d'autres critères, mais fondamentalement, l'acte psychothérapeutique dans nos sociétés est un acte individualiste. Et moi, je trouve qu'on s'en sort pas mal quand même avec l'acte psychothérapeutique individualiste, pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, il me semble que le propos... vous voyez, si on devait discuter d'un mal dans notre société, je parlerais plutôt d'envie. Je trouve que l'envie est un mal beaucoup plus profond dans notre société. Avoir envie de ce que l'autre a. Et j'essaye de résister, en fait, à cette notion d'envie également culturellement. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de considérer que d'autres cultures feraient mieux que moi ou seraient supérieures à ma culture à moi. J'essaye plutôt de penser ma culture depuis là où je me trouve, celle qui m'a éduqué, celle qui a fait que je suis celui que je suis. Et mon idée est plus de se dire finalement l'humanité avançant, c'est-à-dire 2020 n'est pas 2000, n'est pas 1980, n'est pas 1960. La société avançant, finalement, comment est-ce que ces repères peuvent évoluer et comment la notion d'individualité peut-elle être plus pertinente en 2022 qu'elle ne l'était en 2020 ou en 1992. Comment cette individualité-là peut se construire autrement? Mais le fait qu'elle soit du côté de l'individualité, cette individualité structure tellement de choses dans nos rapports que vouloir autre chose serait penser pour le coup une autre société. Et je ne suis pas sûr que ça soit bon pour une société de se vouloir autre. Je crois en l'acte de transformation, je ne crois pas en l'acte de métamorphose, à la fois individuellement et à la fois sociétalement. Et il me semble que la motivation qui nous réunit est une motivation précisément pour changer, pour que les pratiques en 2022 ne soient pas celles d'il y a 20 ans ou de 50 ans, mais que nos fondamentaux culturels puissent aussi être je dis respecter, c'est un gros mot, mais en tout cas puissent continuer à nous définir. Et qu'effectivement, alors je pense à autre chose, souvent on nous dit la question du corps, par exemple, existe dans notre société, on s'embête avec la notion de la dualité, corps-esprit, alors que notamment notre société, notamment côté oriental, n'ont pas cette distinction. Oui, bien sûr que c'est vrai, sauf que cette dualité corps-esprit, elle nous définit. Le simple fait que je formule il n'y a pas de dualité corps-esprit, il n'y a que le monisme, c'est-à-dire je suis un organisme en entier. Je ne peux pas faire autrement dans ma langue qui me définit culturellement que de citer le corps et l'esprit, la dualité corps-esprit. Je ne peux pas penser le monisme, c'est-à-dire je ne peux pas prétendre au monisme, prétendre qu'un être humain, c'est à la fois de la psyché, du soma et de la spiritualité, sans mettre psyché, soma, spiritualité, c'est-à-dire sans scinder. Ma culture ne me le permet pas. Ma langue ne me le permet pas. Et donc je peux toujours vouloir me dire que dans d'autres cultures, ils font autrement et me dire « Ah, ça serait pas mal si je pouvais éviter ça ». Mais justement, dans ma culture, je ne peux pas l'éviter. Et donc comment arriver dans une culture qui scinde le corps, l'esprit, la spiritualité, les disciplines médicales, dans une culture qui est la nôtre qui scinde, comment est-ce que l'on peut penser le lien ? Non pas refuser le lien, mais comment est-ce que l'on peut penser le lien? Et je vous rejoins entièrement sur le fait de dire ça, c'est un projet politique. C'est-à-dire de redéfinition d'une communauté
de redéfinition d'une communauté qui souhaite vivre ensemble avec une philosophie qui la structure, dans lesquelles les liens demandent probablement à être repensés, pour toutes les raisons que je disais tout à l'heure, les 7 minutes, les 15 minutes, etc. On ne peut pas continuer en 2022 avec à être pris dans des systèmes qui sont aussi contradictoires. Donc ça demande à être pensé. C'est une pensée qui est une pensée politique, mais en conservant des dimensions culturelles, y compris en santé, dans ce que parfois on se reproche à nous-mêmes, c'est-à-dire cette façon de scinder l'être humain. Mais notre culture s'est construite là-dessus. Mais on ne renoncera pas à l'individuel et au collectif, à cette bipolarité, mais on peut aller complètement dans un sens et complètement... je pense à un article d'il y a quelques jours de Serge Effès qui dit les adolescents vont mal à la suite de tout ce qui se passe, le Covid, la guerre en Ukraine, parce que justement, ils n'ont pas de référence collective, quelque chose qui transcende un peu leur simple destin individuel. Eh ben, je ne suis pas d'accord avec Serge Effès, ça fait longtemps que je ne l'ai pas croisé, donc je vais lui repasser un coup de fil pour qu'on en discute. Je ne suis pas d'accord avec lui, et je trouve que c'est une vision, je m'adresse à lui et pas à vous quand je dis ça, hein, vraiment, je trouve que c'est une vision absolument archaïque et passéiste. Et quand j'écoute un adolescent, je n'entends pas ça du tout. Voilà. Y compris à l'IMIC, hein, quand je reçois des adolescents, je n'entends pas ça du tout. Et je trouve que passé un certain âge, avec tout le respect que je dois à Serge Effès, qui est un immense intellectuel et un très grand clinicien, avec tout le respect que je lui dois, je crois que tous, à un moment donné, on a tendance à regarder cette jeunesse comme étant moins bien outillée qu'on l'était à leur époque. Je crois simplement qu'ils développent leurs outils à eux. Ce que je disais tout à l'heure, dans ma génération à moi, j'ai 49 ans, dans ma génération à moi, chez mes parents qui sont là, qu'est-ce qu'on faisait quand je rentrais du lycée ou du collège? J'avais le fil... Désolé pour les plus jeunes, vous ne savez pas quoi je vais parler. Il y avait ce téléphone avec cet immense fil que j'essayais de traîner dans ma chambre pour passer les coups de fil aux copains dès que j'étais rentré à la maison. Les adolescents, là, actuellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont continuellement connectés les uns avec les autres. Ce n'est ni pire ni mieux. Ils ont à disposition un réseau de communication que moi, à 49 ans, je ne peux pas comprendre. Je n'ai jamais disposé de ce lien à la fois virtuel et présent aux autres. C'est nouveau. Ça n'existait pas auparavant. Et il me semble que la pire des choses, le pire des travers que je pourrais, moi, avoir dans cette situation, c'est de considérer qu'ils sont dans la pathologie parce que je les vois sur leur écran et ne pas savoir dire au revoir aux autres et qu'il y a une problématique de la relation et que finalement, l'Ukraine, le Covid, le machin, ils sont en fragilité. Oui, ils sont en fragilité si on confond le thermomètre et le climat, c'est-à-dire si on leur fait passer des échelles de stress, de machin, etc. Mais quand on les a en consultation et qu'on discute avec eux, quand même, ça se passe autrement. La notion de shifting dont je parlais tout à l'heure, c'est une créativité folle. Ils n'ont pas attendu les adultes pour pouvoir inventer ça. Et ils sont dans un... Moi, ce qui me... J'arrête juste après ça, mais par exemple, dans ce mode-là de communication avec les réseaux sociaux, où j'ai entendu, encore une fois, et beaucoup de mes collègues dire « oui, mais justement, c'est une pathologie, la relation ne s'arrête jamais, ils ont une problématique de l'abandon qui va être présent ». Moi, ce que je regarde quand même, c'est que d'une part, ils ne décompensent pas tous quand ils n'ont plus de batterie. Pour quelqu'un qui a une problématique d'abandon, quand même, c'est assez atypique. Et surtout, ce que j'observe, c'est précisément leur malléabilité à pouvoir jouer, en fait, de cette question du virtuel. Je vais aller même plus que... Enfin, non, je ne vais pas aller trop loin non plus, parce que... Mais je pense qu'il y a vraiment une société de demain qui est en train de se construire autour de cette virtualité que moi, en tout cas, je vais parler que de moi, que moi, à mon âge, je n'arrive pas encore à entreapercevoir, mais je pense que cette fascination pour les écrans qu'ont les ados est déjà une perception de ce que va être demain. C'est-à-dire un monde qui va se partager entre la virtualité et le concret, entre deux réalités. Et que cet appel comme ça des écrans est simplement le fait qu'eux perçoivent déjà que la vie dans laquelle ils vont vivre n'est pas simplement la vie concrète telle qu'ils sont en train de la vivre, c'est le métavers, qu'a très bien compris Mark Zuckerberg avec Facebook, c'est-à-dire qu'il y aura dans notre réalité le concret et le virtuel, et que la vie va se faire en fait dans les deux univers, et que cet appel des tablettes est déjà une invitation qu'ils s'adressent à eux-mêmes
de rentrer là-dedans. Et ces histoires de filtres aussi, je me bats continuellement avec mes collègues là-dessus, pardon, on sort un peu du truc, mais en disant les troubles narcissiques, machin, etc., les filtres, machin, mais je suis désolé, moi je ne vois pas les choses comme ça, c'est pas des troubles narcissiques. D'abord, troubles narcissiques, s'il y a bien une tarte à la crème chez les psys, c'est bien l'histoire des troubles narcissiques, bon, mais au-delà de ça, c'est pas un trouble narcissique. Lorsque les ados, notamment les ados, je ne veux pas non plus les stigmatiser, il y a les jeunes adultes, il y a les machins, mettent des filtres, ils sont juste en train de préfigurer la construction des avatars qu'ils auront dans le monde virtuel de demain. Parce que quand ils vont rentrer dans le monde de la virtualité, ils devront se composer une personne virtuelle qu'on appelle un avatar. Et les filtres, c'est simplement la préhistoire de cet avatar qu'ils connaîtront dans ce monde virtuel. Et donc ils sont en train, avec les réseaux sociaux, est apparu un mode de communication qui n'existait pas auparavant, que nous, on ne peut pas comprendre. Et donc, il me semble que le minimum que l'on puisse faire, c'est d'essayer de ne pas le stigmatiser, et puis on va jusqu'où on peut avec les compréhensions et le partage par rapport à ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cette intuition, cette forme d'intelligence qu'ils ont, de comprendre quel va être le monde de demain, avec cette absorption de la conscience, pour une part, dans le monde de la virtualité, au travers des écrans, pour les filtres qui sont en train de devenir déjà la préhistoire des avatars, et d'avoir très bien compris que le monde de demain sera un monde, je vais dire à 50-50, j'en sais rien, mais à 50-50 du concret et de la virtualité. Voilà. Et nous aussi, on commence à le comprendre un peu avec la crise Covid-19, avec cette question des Zooms, des machins, etc., dans lesquels, quand même, je pense que comme moi, vous avez dû vous rendre compte que d'une part, dans les réunions virtuelles, il y a beaucoup plus de monde qu'en réunion concrète, et qu'on se dit quand même, lorsqu'on me propose à X kilomètres d'aller faire une réunion, eh ben, il y a des fois où quand même c'est beaucoup mieux d'aller se rejoindre là actuellement sur Zoom, Scam, etc. Mais demain, on se branchera sur le métavers et puis on ira autour de notre table virtuelle et on tiendra notre réunion. Parce qu'il y aura des situations dans lesquelles il n'y aura pas besoin de ce déplacement physique. Et lorsque l'on parle de ça, on ne parle pas simplement d'une image pixelisée, on parle d'un univers dans lequel la technologie va très vite et où demain, la sensorialité sera au moins aussi importante dans ce monde virtuel qu'elle est dans le monde concret. Et la méditation et l'hypnose vous préparent à ça, puisque s'il y avait un domaine, tu as vu la boucle, le triple supérieur, dans laquelle Merci beaucoup, Antoine. L'imaginaire est là, c'est bien celui-là. Merci à tous et merci surtout à Antoine pour cette merci à vous. Très très belle ouverture sur l'avenir de nos adolescents.